Émission 765. Cette semaine, Thor Love and Thunder. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Culture populaire! Oh oui! Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteur d'une équipe de membres. Déjà vous rappeler que c'est aussi beau la vie. Hein? C'est aussi beau la vie. Ben oui, ça peut l'être. Ça peut l'être, là. C'est pas tout le temps lettre. Ben non. Je vous présente à l'instant le premier à la puissance de Galactus, la connaissance du Watcher et le sex appeal, le Musk de Wolverine. Simon Chénier est avec nous, Simon. Alors, c'est la tête. Ben, il faut bien. Ben, très belle présentation, merci. Ben, j'essaye, mais là, on dirait que j'en ai de moins en moins à faire. Ben oui, on est deux. Début de saison un peu difficile, les gens ont des choses, des projets, c'est ça, des congés. Puis notre ami Jake est allé à Bruxelles en fin de semaine. Il était là durant une partie de la semaine, puis il quittait, je crois, hier. Et il m'a appelé là, le vendredi de son périple. Et mon Dieu, qu'il y avait des choses à me dire. Et t'as-tu dit la rencontre qu'il a faite? Il m'a rien dit, moi. OK. Fait qu'il m'a confirmé de quoi. Je veux pas voler son tonnerre, mais tu connais notre Jake. Il arrive tout le temps des trucs extraordinaires. Ouais, exact. Donc, il va y avoir de quoi nous raconter la semaine prochaine. Il m'a dit qu'elle allait être là. Imaginez-vous, là, faites-vous des scénarios dans votre tête. Là. Il est arrivé de quoi à Jake de assez exceptionnel. Faites-vous un pool. Là. Faites-vous un pool. Qui a rencontré? Ouais. En tout cas, je trouve ça assez étrange que la journée qui est arrivée en Europe, la reine est morte. C'est ce que j'ai à dire. C'est un hasard? Peut-être. Mais en tout cas... Tu sais, Lovecraft works in mysterious ways. Oui, exactement, c'est ça. Je sais pas, là, il aime ça, Lovecraft, Jake. Là, fait que... Mais toi aussi, t'aimes ça, Lovecraft? Ouais. Oui, ça fait des années que tu nous en parles. Ouais, c'est vrai. En parlant de trucs épouvantables et épeurants, j'avais, moi, ce week-end, un tournage pour Frisson TV. Parce que pour les auditeurs et les auditrices qui ne le savent pas, j'ai un petit contrat vraiment le fun. J'enregistre une série d'épisodes d'entrevues avec des gens qui ont collaboré de près ou de loin au milieu de l'horreur au Québec. Et mes invités, en fin de semaine, c'était Isabelle Grondin, qu'on connaît de Space, Vitesse Lumière, Fantasia. Elle a fait le tour du Québec et même de l'international avec ses courts-métrages horrifiques. Certains diraient même choquants. Et Christian Page, qui est un de mes héros à moi, que j'aime beaucoup, un gars qui traite du paranormal depuis maintenant 40 ans au Québec. Un type assez intéressant, une encyclopédie vivante. Fait que j'ai eu le plaisir d'enregistrer ça ce week-end et ça sera disponible plus tard au cours du mois de fin septembre, début octobre sur Frisson TV. Ça, c'est une chaîne câblée. Il faut s'abonner, mais je voulais faire la plug parce que, tu sais, il faut aussi plugger nos bons coups. Ben là, ça, je trouve que c'est un bon coup. C'est un très bon coup. Chris, man, j'étais à ma 3e émission de télé. Quand même, hein? J'étais à ma 3e émission de télé au Québec, dont 2 que j'anime ou que j'ai animé et c'est ça. Fait que je vais m'envoyer une fleur. Fait que, ben, plus qu'une fleur, un paquet de fleurs. Un bouquet, je pense que c'est ça le terme. Hein? Un bouquet de terme. Un bouquet de fleurs. Voyons. Tu pourrais t'envoyer aussi un clown chantant qui te donne les fleurs. Ouais, je ne serais pas tant de ça sur les clowns. Ben, ça pourrait être... Ouais, vas-y, Simon. Ah, ouais. Là, t'as de la pression parce que là, il y a 30 secondes qui s'est écoulé. Oh non, j'ai perdu... T'as perdu ton fil de pensée. C'est bien correct. Ouais. Ben, je suis bien content de faire ça. Puis Simon Predge, vous connaissez notre ami Simon Predge d'Ars Morienzi, il est aussi dans la chaîne. Il a son propre show là-bas. Fait qu'il était là durant le tournage. C'était vraiment sympathique. Une belle équipe. Faire beaucoup avec peu. Et le décor est, ma foi, magnifique. Vraiment une belle job de la part de notre concepteur Jordan. Moi, d'ailleurs, j'ai conceptualisé le décor dans Photoshop. OK. Donc, si ça vous allez avoir du stock pour au moins, je pense que c'est une série de 11 épisodes avec d'autres invités qui vont être annoncés, mais j'aime ça. C'est vraiment plaisant. Vraiment plaisant. Fait que mon Simon, ouais. On n'a pas eu d'annonce de Wolverine durant le D23 qui a eu lieu en fin de semaine.
Rien sur Là, les je X-Men. sais pas ce qu'ils attendent, là, Marvel, mais ça fait un petit bout là, qu'ils nous teasent avec les X-Men, puis il serait temps qu'ils nous en donnent un petit nanan. Je sais pas c'est quoi qui fait qu'ils tardent comme ça. Je veux pas m'imaginer des scénarios catastrophiques. Je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Mais je m'attendais à un petit quelque chose. Puis d'ailleurs, Cliff, la semaine passée, Cliff Caporal, du Comic-Con de Montréal, quand il était venu à l'émission, il t'avait remplacé. Il a dit, ils ont fait un tease avec Wolverine. Là, je suis en train de me dire que Cliff s'est fait pogner. Ouais. Je pense que Cliff s'est fait pogner avec quelque chose qui était juste un fake sur Internet. Il disait que c'était comme les griffes de Wolverine, puis il y avait le logo de D23. Il s'est fait pogner. Là. Il n'y a eu aucune annonce par rapport aux X-Men. En tout cas, pas par rapport au film ou le futur des films de X-Men de Marvel au cinéma. Donc, il n'y a rien. Puis je suis comme, là, j'ai hâte d'avoir quelque chose. Tanné, ouais, il y a eu une couple d'affaires, mais j'avoue que c'était comme, OK. Un petit peu décevant. On va en parler un peu. J'ai quelques annonces là, que j'ai notées, mais pas de grosses annonces. Pas rien d'extraordinaire. Une couple de bandes annonces qu'on a vues par la suite sur Internet. Assez bien faites. Là, quand même le fun. Bon, on ne parlera pas des bandes annonces pendant 3 heures. Puis d'autres qu'on n'a juste pas vues parce qu'ils ont été présentés juste au public qui était présent au D23. Je vais parler de ça tantôt. Là, fait qu'on a en masse de temps pour ça. Je ne l'ai pas dit, mais on va être rejoint par notre ami Laurent Boutin, qui termine son quart de travail. Et il va être avec nous autres. Là. Laurent qui a pogné un petit virus. Là. Je pense qu'il est mieux, mais j'avais peur. Ouais, ça a l'air que ça a été rough. Okay. Supposé pas être la COVID, mais on ne sait plus là, maintenant. Là. Ouais, non. Il va être avec nous autres tantôt. Qu'est-ce que tu as de ton côté, M. Chénier? Bien, je peux commencer en vous parlant de Blu-ray. On se réchauffe. La semaine. Ben ouais. Ouais. Même, je te dirais que les compagnies de Blu-ray se réchauffent pour la saison de l'Halloween. Le Spooky Season. Je vais commencer avec un qui s'appelle Massacre at Central High, un film de 76 qui sort sur Synapse Film. C'est aussi connu sous le nom de Blackboard Massacre ou Les baskets se déchaînent. Quoi? Ça semble être Comment tu passes de Blackboard Massacre à Les baskets se déchaînent? Je ne sais pas, hein, ça a l'air plus une comédie de... Je sais pas, le collège, là, mais... Il faut perdre notre virginité avant la fin du lycée! Donc, David est le petit nouveau de Central High. La personne qu'il connaît est Mark, qui court avec les durs locaux dirigés par Bruce. Bon. Mark et David partagent un lien des années auparavant lorsque David est venu en aide à Mark lorsque Mark a été battu par des brutes de l'école. Là, on rappelle que tu n'as pas un ACV live, c'est juste que tu lis du Google Translate. Ouais, c'est ça. David garde ses distances, préférant ne pas rejoindre le club. Il essaie de convaincre les autres élèves de ne pas se faire bousculer et intervient une fois de trop en leur faveur. Lorsqu'il devient directement victime du gang de Bruce, David orchestre un plan qui provoque un problème d'attrition parmi les membres de la clique. Marc s'inquiète pour sa sécurité, même si lui et David étaient autrefois amis. OK. Hey, je sais même pas si c'est un film d'horreur, finalement. T'es en train de me demander si c'est un film d'horreur. Tu t'es-tu fait avoir par la pochette, Simon? Non, même la pochette est pas très horreur, mais c'est le titre. Je pense que finalement, c'est peut-être juste un film d'un genre de... à la classe 1984 là, ou quelque chose de genre. Avec le titre Massacre quand même, je pense que ça fait horrifique. Là. Ouais, mais c'est pas des monstres, là, je pense. Non. Donc, c'est avec des gens, puis il y a des bonus, voilà. Bon, hey, j'avais-tu hâte qu'on passe au travers de cette description-là? Ouais, moi tout. On dirait que tu l'as découverte en même temps que... Ouais. Tu t'en parlais. Ouais, c'est ça. Des fois, les journées, hein, ils passent vite, puis on peut pas tout préparer. Non, c'est clair. Prochain film. OK, attends. C'est un film de 2022, réalisé par Jim Wynorski, de la grande classe. C'est Attack of the 50-Foot Cam Girl. OK. Un film fait par Full Moon, donc... ça va être sleazy. Donc, Beverly Wood est la... Je vais recommencer. Comment ça? Okay. Beverly Wood est l'une des plus grandes stars des réseaux sociaux. Des millions de fans s'abonnent à ses émissions de webcam sexy et achètent ses produits. Il semble que tout le monde l'aime. Tout le monde sauf son mari, Bradley et Fuchsia.
le jeune parvenu qui complote secrètement pour faire tomber Beverly et prendre le contrôle de son empire en ligne pour toujours. Mais lorsque la dernière marque de Beverly est non testée, Unholy Matrimony, wow, lui donne des effets secondaires gargantuesques, elle devient une force plus grande avec laquelle il faut compter. Okay. En montgolfière à des proportions bestiales, l'influenceur de maintenant 50 pieds de haut devient super grand, totalement responsable et prêt à se venger dans cette comédie loufoque qui éclate positivement aux coutures. Hey, tabarnak. What? Ouais, OK. Donc, c'est avec Evie Smith, Kristen Nguyen, Ellie Cyrano, puis une couple d'autres, là, produit par Charles Band, et ça a l'air absolument atroce. J'ai regardé le début du trailer, et c'est exactement ce que vous pensez. OK. Tu le vois pas bien, mais j'imagine que c'est parce que c'est pas bon. Ben, ça n'a pas l'air. Puis, disons que Jim Wynorski, il est loin de ses années de gloire. Ah, je vois. D'ailleurs, si tu me permets, Simon, je veux juste pogger, par contre, un film de Cam qui est vraiment bon. Le titre s'appelle Cam, tout simplement, de 2018. C'est avec Daniel Goldhader qui a réalisé le film. Je l'avais vu à Fantasia à l'époque. C'est un thriller de science-fiction horrifique mettant en vedette une cam girl. Et c'est excellent. C'est un film que pas Steven Spielberg, mais Stephen King a vu à l'époque de sa sortie. Il l'a encensé sur les médias sociaux. C'est fucking bon. Super bien recherché parce que c'est co-scénarisé c'est un ancien couple qui travaille ensemble et la fille, elle a fait du cam work. Okay. Et son assistant pour la filmer, c'est son ancien chum. Et les deux ont décidé d'écrire un film, mais ils ont fait une twist horrifique là-dedans et c'est franchement super bon. Okay. Alors, j'invite les gens à l'écouter. Ça s'appelle Cam, tout simplement, sorti en 2018. Excellente suggestion. Mieux que Attack of the 50-Foot Cam Girl. Exactement. Prochain film, tu te souviens de Super Dave? Oui, l'émission qui jouait très tard à YTV, puis je me demandais pourquoi les gens écoutaient Super Dave. Ah, moi, je l'écoutais, puis je trouvais ça très drôle. Okay. Juste les bouts de cascade, évidemment, parce que c'était tout le temps la même joke, que la cascade, ouais, c'est ça, elle chiait. Et là, en 2000, il y a eu un film, et ça s'appelle The Extreme Adventures of Super Dave. Ou c'est connu sous le nom de Super Dave the Movie. C'était le même dude qui l'incarnait? Oui, c'était Bob Einstein qui jouait Super Dave. Wow. Puis, ouais, c'est ça. Il y avait un peu il y avait aussi le gars, en tout cas. Le commentateur là, qui était à Super Dave, là, me semble qu'il y avait lui. Mais bon. Ouais. Mais juste pour situer les gens, Super Dave, c'est une émission à la télé comme un genre de talk show animé par un faux cascadeur. Parce que là, c'est vraiment loin. Là. Je pense pas que tout le monde connaît Super Dave. Non, c'est ça. Puis le gars, c'est un acteur qui joue un personnage aussi. C'est ça. Parce qu'on l'a vu dans d'autres choses, mais... c'est pas un vrai cascadeur. Là. Non, vraiment pas. Je pense qu'il y a des épisodes sur YouTube, d'ailleurs. Ouais, c'était ça. C'était une genre de parodie de Evel Knievel, mais si tu donnais à Evel Knievel aussi un talk show de la réalité. Exact. Ouais. Puis, ouais, pourquoi on avait ça ici, je sais pas. Je pense que c'était coproduit canadien parce que je sais qu'à un moment donné, il se pitchait en bas de la tour du CN. Ça filait très canadien. L'image était grise 90s. Là. Donc, Super Dave Osborne, notre héros cascadeur, sujet aux accidents, sort d'une retraite volontaire pour collecter des fonds pour l'opération cardiaque du fils de sa nouvelle petite amie. Donc, voilà, c'est ça. J'ai aucune idée de ce que ça a l'air. Me semble que ça a l'air plate. Ben en fait, mon souvenir d'à l'époque que j'aimais le talk show, mais juste le bout des cascades, puis là, j'avais vu le trailer, puis je trouvais, ça n'avait pas l'air bon. Fait que là, imagine aujourd'hui. Comme, 2000. Tu sais, des années après le buzz de Super Dave. Ouais. Donc, sinon, juste rapidement mentionner que aussi pour les amateurs de résolution, il y a des 4K qui sont sortis. Il y a les 6 premiers Star Trek. Mm-hmm. Donc, William Shatner en
1044p, je sais pas trop. Ouais. Non, c'est plus que ça. En tout cas, il y a aussi Blowout de Brian De Palma avec John Travolta et Nancy Allen qui sort sur Criterion. Il y a The Fog de Carpenter qui sort aussi à une version dans une boîte avec un 7 pouces de la toune thème. Et il y a aussi le film Real Genius avec Val Kilmer. Il fait exploser du popcorn là, dans une maison à la fin. Bon. Puis il y a aussi Fatal Attraction, le erotic thriller originel. Donc, celui qui a inspiré tous les autres. Ouais, voilà. Il y a Julien Bernacci qui est en ligne qui nous dit que Super Dave joue le matin à Adult Swim. Wow! C'est ça encore! Oui, ça a l'air que oui. Fait que merci, Julien. On manquait pas ça. Ça a genre 30 ans là, comme show, là, mais je vais peut-être choisir ma chaîne de mon forfait, puis je vais prendre Adult Swim. Ben, toi puis Julien, vous êtes les seuls que je connais qui... Qui a le câble? Qui a le câble, oui. Ouais. Je comprends pas pourquoi vous avez le câble, mais... C'est dur à expliquer. Nostalgique, peut-être? Ouais. Est-ce que tu as le plein package avec des postes américains, anglophones, de movies, de non, films? ouais, c'est plus un package de films. Fait que c'est comme le package de base plus 10 postes. Oh, OK. Bon. Puis que je peux les changer de temps en temps. Ça vaut la peine? Puis à chaque fois que je vois Bernacci, on jase de nos choix de chaîne. Oui, c'est vrai, Colin. Ouais. Hey, j'ai profité du fait qu'on est en début de show, donc j'ai l'attention de tout le monde. Allez faire donc un petit blist. Je pense pas qu'ils vont nous inviter, bien franchement, mais juste pour le LOL, pour les gens à la maison aussi qui nous écoutent en rediffusion, allez sur la page Facebook de Transistor, le festival de la radio numérique. Aujourd'hui, là, ils ont mis une annonce comme quoi ils sont en train de travailler sur la prochaine édition du festival, celle de 2023. C'est un excellent festival en passant qui se passe dans le vieux hall. Vraiment extraordinaire, une super tribune pour les podcasts. Et là, ils ont demandé quel podcast devrait être invité à la prochaine édition. Nous autres, on a été chanceux, on a été invités en 2017-2018, si je me souviens bien. On a été super bien accueillis, on a rencontré des gens de la région, c'était très cool. Mais là, je le sais, là, les gens vont répondre tout le temps les mêmes petits podcasts là, qui ont pogné 30 000 après 3 mois là, d'audience. Là. Allez donc plugger les mystérieux juste pour le... Faites-le là. Faites pause si vous écoutez en rediffusion, puis allez sur marquez les mystérieux étonnants sous la publication, puis les gens live en ce moment, faites-le là. Vous aurez fait votre petite bonne action pour la semaine. Puis, bon, au pire aller, il y a des gens qui vont apprendre l'existence d'un podcast qui existe depuis 16 ans. Soyons proactifs. Je suis pas bien bon pour faire la promotion des mystérieux. Là, fait que, je vais utiliser l'armée de gens qui nous écoutent pour aller faire une petite bonne action. Ça va être super apprécié. Merci. Donc, voilà. Vous pouvez aussi écrire Gésidor. Oui, Kaiju. Kaiju. Allez-y donc les trois, tant qu'à ça. Ouais. Mes trois préférés, c'est dans l'ordre que vous voulez. Noël chez Isidore, Terre Kaiju, Les Mystérieux Étonnants. Mettez des sidérés aussi, pourquoi pas, en même temps. C'est quoi le Raptor? Ben oui, Julien Paris-Sorel qui est live. Bon, ouais. Un autre, là? On a-tu un autre à plugger? Tyreman chez Isidore. OK, là, ça devient compliqué, là. En tout cas, mettez ce que vous voulez, là, celui de la grande famille des mystérieux, puis Dieu sait qu'elle est large. J'ai des nouvelles de D23. Simon en a parlé en début d'émission, mais il y a eu quand même quelques annonces. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi D23, parce qu'on n'arrête pas de le mentionner, mais ce week-end, il y avait un lieu un congrès, des membres du fan club de Disney. C'est durant cette fin de semaine-là qu'on a des annonces par rapport aux futures franchises, des futurs projets, des franchises qui appartiennent à Disney. Ça se passe au Anaheim Convention Center. Il y a eu surtout des bandes annonces de projets qu'on savait qui s'en venaient, des bandes annonces, des nouvelles bandes annonces parce qu'il y avait des projets là-dedans qu'on avait déjà eu des aperçus. On a eu des bandes annonces de Endor, Willow, la 3e saison de Mandalorian, de Star Wars Tales of the Jedi. On a eu Secret Invasion, qui a l'air assez intriguant. Simon et moi, on est assez vieux qu'on a lu à l'époque, au début des années 2000, la BD qui a inspiré la série qui s'en vient de Disney+. Le très intriguant Werewolf by Night, on avait une fausse bande-annonce des années 40, 30. Ouais, ça va être le fun. Ça va être le fun, ça va être diffusé durant Halloween. Et il y a eu d'autres bandes-annonces qu'on n'a juste pas vues, mais qui ont été présentées durant l'événement. Le 5e Indiana Jones, le Ironheart qui s'en vient, le film de Marvels, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Donc, il y a eu des trucs, mais rien de particulièrement extraordinaire. Simon et moi, on est déçus qu'il n'y a rien par rapport aux X-Men.
Quelque chose que je suis content, par exemple, puis là, je vais juste prononcer son nom comme il faut, là, c'est Kei-Hui Kwan, oui! qui a été rajouté à Loki saison 2. Ouais. Et ça a donné l'occasion parce que aussi il y avait une présentation pour Indiana Jones le prochain. Et là, il y avait des photos reunion des deux. Et ça me fait chaud au cœur. Ouais, puis ça veut pas dire que l'acteur est dans Indiana Jones 5. C'est lui qui jouait Demi-Lune, là, en passant, pour les gens qui ont écouté le film en français jadis. Mais c'était beau de les voir ensemble, puis il y a des gens qui ont fait un montage, là, eux à l'époque, puis aujourd'hui. Puis pour une fois, Harrison Ford souriait, ce qui est très rare à la caméra. Il avait l'air d'être très content de se retrouver. Je sais pas si tu as vu une vidéo de lui qui a présenté des trucs, puis il était super émotif, genre ça l'a rendu très émotif de voir le footage, puis il a l'air vraiment content du résultat. Film qui est réalisé, on parle d'Indiana Jones 5 par James Mangold, qui a fait aussi un Wolverine, un bon réalisateur, un très bon réalisateur. Donc, et puis Harrison Ford est un gars qui est dans les projecteurs depuis longtemps. Je fais des blagues, mais c'est pas quelqu'un qui est très expressif dans la caméra. Il est très gênant en entrevue. Il est assez awkward. Puis là, de savoir qu'il était ému, moi-même, ça m'a un peu ému de le savoir, de voir ça. Il y a des vidéos en ligne, hein, c'est ça, on a vu des vidéos qui étaient partagées. Donc, oui, je parle de D23, mais je reviens un petit peu en arrière où il y a eu le San Diego Comic-Con avant, au début de l'été, et Kevin Feige. Ce dude-là avait parlé que le film de Thunderbolts allait terminer la phase 5 du MCU en salle, mais on n'avait pas annoncé les membres qui allaient composer l'équipe. Là, je reviens à D23, et là, on a dévoilé finalement les membres de l'équipe, mais il y en a certains qui étaient assez évidents parce qu'ils ont commencé à faire leur apparition au cinéma et dans les séries de Disney+. Je parle de Julia Louis-Dreyfus qui va jouer Quantess Valentina, qui est un peu la boss, si on veut, de l'équipe des Thunderbolts. Florence Pugh qui va jouer Elena Belova, un peu une espèce de Black Widow. C'est la sœur de Black Widow anyway. Yat Russell qui joue John Walker de Patriot. David Harbour qui va reprendre son rôle de Red Star. Anna John Kamen, qui va reprendre le rôle de Ghost. Olga Kurilenko qui reprend le rôle de Taskmaster. Et là, la grande surprise, Sebastian Stan qui va reprendre le rôle de Bucky. Bien content de le revoir. J'aime beaucoup cet acteur-là. Pas de nouvelles concernant Baron Zemo, qui est joué par Daniel Brawl dans les MCU. Moi, avec cette annonce-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout dit. Moi non plus. Bien franchement. Après moi, ce photomontage-là, il en manque. C'est un concept en passant, c'est ça. Fait que c'est même pas un shooting des costumes originels. C'est un montage pour présentation de concept. Puis pour les gens qui connaissent pas de Thunderbolts, c'est une équipe d'anti-héros, souvent des vilains qui sont rassemblés, un peu comme des Suicide Squad qui sont forcés à travailler pour le gouvernement américain. Et dans les bandes dessinées, le personnage de Baron Zemo a un rôle important. Donc, ça serait weird qu'ils le ramènent ou qu'ils l'ont plutôt ramené dans de Falcon and the Winter Soldier pour pas l'utiliser finalement au cinéma. J'imagine que ça va venir plus tard là, dans les annonces. On a quand même 2 ans à attendre parce que le film est prévu pour le 26 juillet 2024. Donc oui, à la fin, comme je l'ai dit, de la phase 5 du MCU au cinéma. Les réalisateurs, c'est un certain Jake Schreier et le scénario est signé par Eric Pearson qui, entre autres, scénarisé Black Widow. C'est le truc qui me fait, entre guillemets, là, peur parce que j'ai pas trouvé que la scénarisation de Black Widow était particulièrement forte. Très prévisible. En tout cas, on verra, là, ça ne veut pas dire que c'est garant du futur, mais c'est là où on en est par rapport à The Thunderbolts. On a eu au moins le casting soi-disant complet. On se garde les droits croisés pour Daniel Brawl et Baron Zemo éventuellement. L'avez-vous fait là, à la maison, là? Faites pause, vous l'avez pas fait. C'est pas des jokes. Allez sur le truc de Facebook de Transistor. Là, que ce soit pas tout le temps les mêmes podcasts qui sont plugués. Là. Les Mystérieux, on se fait 16 ans qu'on est là. Je pense qu'on mérite au moins une mention. Là, merci. Je vous remercie à l'avance. Bon, merci pour votre contribution. Tu vois? Comme ça, il a été élevé, moi. Ouais, c'est de même. Tu fais ta publicité. Exactement. Oh yeah, là! Ah ouais, là! Travaillez! Travaillez, les amis. Est-ce que pour D23, tu vas revenir avec Je vais revenir avec des trucs. Ouais, j'ai une annonce. J'ai 2 autres annonces qui sont liées à D23, oui. OK. As-tu quelque chose? C'est pour ça que tu voulais en parler? Ouais. Je voulais juste... tu vois, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais je voulais parler de quelque chose qu'il y a eu. Puis là, j'ai oublié. Ça va bien, ça va me revenir. Ça va te revenir. Mais là, il faut dire, pour les gens qui n'écoutaient pas le pré-show live, c'est que tu bois du... Toi, c'est sur le Casa Domingo depuis tantôt, là?
Fait que, Oh oui, mais il n'y a pas d'alcool là-dedans. C'est zéro alcool, là. Je suis juste perdu normalement. Bon, il y a Guilla qui s'insère, qui participe à Bifurcation, le podcast exclusif des membres Patreon des Mystérieux, qui a dit que lui avait mis Bifurcation dans les trucs de Transstar. T'es troll, Guilla. T'es troll. Guilla, d'ailleurs, qui lance son film à la fin... Son livre à la fin du mois, le 28 septembre, Génération Canal Famille. Va falloir qu'on les reçoit, lui et Simon Portelance, pour ce livre-là. Ça fait 3 ans que les gars travaillent là-dessus. Ils ont rencontré des dizaines et des dizaines d'intervenants qui ont collaboré à l'élaboration de ce poste-là familial qui a marqué l'histoire du Québec, puis de la télé du Québec, il faut le dire. Puis c'est un travail de moine qu'ils ont fait. Là. J'ai vu des extraits, puis ça a l'air malade. Mettez ça dans votre liste, les amis, là, parce que ça sort à la fin du mois, mais j'aimerais ça leur parler au moins pour la sortie. La plug est faite. Un excellent cadeau de Noël. Absolument. Hey, je pense que j'ai trouvé ce que je vais acheter à mon beau-frère. Voilà. Oui, c'est ça ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu une annonce concernant le prochain film de Captain America que je trouvais intéressante. Il y a l'acteur Tim Blake Nelson qui revient et qui va jouer le leader qu'on n'a pas vu depuis Incredible Hulk de 2008. Ouais, ça nous rajeunit pas, ça. Non, mais je trouve ça le fun, tu sais, c'est ça. Et, tranquillement, il y a des personnages que tu pensais pas revoir puis qui reviennent. C'est ça. Puis Tim Blake Nelson était dans le dernier film qu'on a fait à Bifurcation, dans le cycle des Coen. C'était lequel? Oh Brother, Where Art Thou? Ah oui, c'est vrai. C'est un excellent acteur. Je l'ai vu aussi dans Old Henry sur Netflix, qui est un genre de huis clos western fort intéressant. Il y a tellement une face unique, là, Tim Blake Nelson. Il était très bon dans la série Watchmen. Il était dans la série Watchmen. Ah ben oui, c'est vrai, il était dans la série Watchmen. Il a tout le temps été là, finalement. Ben ouais. Il n'est jamais parti. Mais ouais, je suis bien content qu'il commence à... Parce qu'il y a eu aussi un clin d'œil de Incredible Hulk dans She-Hulk. Il y en avait eu un dans What If aussi, la série d'animation, il n'y a pas si longtemps. Donc, ça a toujours fait partie du MCU, mais de plus en plus, on dirait qu'il assume plus qu'auparavant. D'ailleurs, une personne qu'on est content qui s'assume. Qui s'assume aussi. Notre ami Laurent Boutin qui est présent, j'essaie de trouver un pont, mais ça n'a pas marché. J'assume. Salut tout. Laurent, belle bouille, comment ça va? J'assume que Sister Act 2 est le meilleur Sister Act jusqu'à présent. Commence pas, mon tabac. Il est rentré avec les guns sortis. Ouais, gun blazing. Comment va la santé, mon Laurent? Ah, ça va. Ouais, t'as eu peur, je pense, cette semaine, là, d'avoir peur. Ben, j'ai pas eu peur dans le sens que... Ben oui, c'est moi qui ai eu peur pour toi. Ouais. Ben, dans le sens que j'ai été malade. Après, peu importe c'est quoi, ça change plus grand-chose. T'es encore là. Je trouve, là. Ouais. Mais ouais, j'ai perdu un autre bon 2 jours de confusion fiévreuse. Mais j'ai pas testé positif à la COVID. Coudon, pas savoir. T'es avec nous autres. Mais en tout cas, positif ou pas, dans mon livre à moi, t'es fiévreux, mon Laurent. OK. C'est hot. Ah, OK. T'as pas tout le temps les meilleurs goûts cinématographiques, pardon, mais quand même. Comme le fameux film que j'ai vu hier soir, certains l'aiment fiévreux. Quoi? Some Like It Hot. Oui, je vois. Tu fais référence au sujet de la semaine en fin d'émission. Love and Thunder. Non. J'ai vraiment été voir Some Like It Hot avec Marilyn Monroe. Tu vois que je savais même pas que c'était sorti, cette film. Voyons, c'est sorti en 59, Ben. Oui, c'est un vieux film. Je sais pas, moi, j'ai pas de culture. L'ensemble, mais je sais pas tout. J'ai pas tout, là. Arrêtez ça. Bon, on était où, là? Je sais pas, Hulk, Captain America, les bribes que j'ai pognées en... Ben, vas-y donc, mon Laurent, regarde. Comme ça, on va t'inclure dans le cycle. Ah ouais, ben parlant de Captain America et de Hulk, est-ce que vous voulez qu'on parle de, justement, la nouvelle run de Hulk par Donny Cates? Ben, si tu veux. Que j'ai finalement commencé. Ah, yes! Il y a peu. Ah, Simon est vraiment content. Ben oui, je la lis, fait que... Oh, t'as lu? Oui, OK, je savais pas parce que tu nous avais... tu nous tenais bien au courant dans le temps de Immortal Hulk. Ouais, c'est ça. Puis là, je pensais que t'étais... vu que ça avait fini, t'étais full 100% X-Men parce que tu l'as jamais mentionné. Je continue à lire pas mal d'autres choses que les X-Men aussi. Là. C'est juste que je peux pas te parler de tout. Là. Tu le trouves où, ce temps-là, Colin? Je sais pas comment tu fais. Je sais pas. Je sais pas comment tu fais.
Moi non plus. En plus, il regarde beaucoup de films de gros serpents, entre autres. Oui, d'autres films. J'ai des journées bien remplies. Moi, là, c'est mon... Je peux-tu te faire un aparté? C'est mon highlight quand je suis assis tout seul dans mon salon le soir, puis là, je regarde Instagram, puis là, je vois des extraits de ce que Simon écoute. C'est hors contexte. Puis comme, qu'est-ce qu'il est en train d'écouter? Ouais. À un moment donné, tu sais, souvent, je filmais quand ça montrait le titre. Ouais. Là, Tu après, le fais plus, hein? Non, parce qu'il y a du monde qui me pose la question après un extrait, genre, c'est quel film? Je suis comme, ben, c'était écrit 2 stories avant, mais bon. Fait que j'ai dit fuck it, là. Plus besoin de faire Ouais, ça. parce que moi, je suis rendu, là, je suis comme, je vais pas le déranger, là. Je pense tout le temps que j'ai manqué la story où ce qu'il y avait le titre. Fait que là, je m'en vais te stalker sur Letterboxd. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qu'il écoutait, cette genre Un là autre. 23 heures. Là, faut m'expliquer quelque chose. Tu peux m'écrire quand tu veux. Là. Ben oui, là, je sais bien. Faut m'expliquer quelque chose, les gars, parce qu'on a encore essayé de me rentrer dans la secte, le culte de Letterboxd la semaine passée, puis je refuse, je ne veux pas savoir les films que j'ai écoutés. On dirait que ça manque. C'est quoi le trip de Letterboxd? C'est de mettre ses films ou de lire ce que les autres ont vu? Tout. Mais moi, si je commence à faire ça... L'ensemble de ces réponses. Oh, mais si je commence à faire ça, je vais commencer à me sentir jugé. Genre, j'en écoute de la crap, là, mais vraiment de la petite crap. Oui, mais c'est ça que... Quand je me suis inscrit il y a plusieurs années de cela aussi, moi aussi j'avais peur. J'étais comme, oh non, là, j'ai regardé. Je me rappelle, la première semaine, j'étais sur Letterboxd avec Simon. On a regardé, c'était quoi le film le genre club de ski en folie, là. C'est pas ça le titre. L'école de ski s'envoie en l'air? Je pense pas que ça s'envoyait. Peut-être que ça s'envoyait en l'air. Ou C'était la avec patrouille en Patrouille de folie? ski en folie. Ouais. Il y avait le réalisateur de Bridesmaid puis de Ghostbusters. Ouais, c'est ça, là-dedans. c'est la patrouille en folie, il me semble. Ouais, OK. Puis là, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, je peux-tu loguer ça? C'est-tu gênant? Puis là, après, il y a 2-3 amis qui étaient comme, ah ouais, la patrouille de ski. Mais tu sais, tout le monde en regarde la merde. Fait que, genre, c'est juste drôle de voir. Ouais, mais on dirait que j'ai quoi les peur, mardes des gens. On dirait que j'ai peur de me voir à la fin de ma vie login, Letterboxd, puis voir l'entièreté de ce que j'ai écouté. Ben, c'est hot. Non, moi, ça m'angoisse. C'est ça le problème, Ben. C'est parce que t'es pas assez fier. Non, c'est pas une question... Il y a ces deux affaires. Il y a une question d'être gêné. Puis l'autre aspect, c'est j'aime pas, tu sais, comme j'aime pas voir combien... Tu sais, je sais à peu près combien j'ai dans mon compte, mais je veux pas savoir exactement. Ça m'énerve. J'aime pas... Il y a des choses comme ça. Je veux pas savoir combien de livres que j'ai lus dans ma vie ou de comics. Ouais, mais c'est ça. Ouais, je pense que ça fait partie du trip. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que, tu me corrigeras, Simon, si c'est pas de même pour toi, mais je pense que oui, c'est genre... Ouais. Ça fait partie du fun, là. Ah, mon Dieu, tu sais, moi, je l'attends, mon fin d'année Letterboxd, là, genre, savoir combien en heures j'ai regardé de films, puis combien de films, puis c'est quoi les acteurs que j'ai le plus vus. J'adore ces stats-là, genre. Ah, non. Oui, je pense qu'il y a 3 ans, là, c'était marqué l'acteur que vous aviez le plus vu, Shannon Tweed. Hey, j'étais fier, là. Puis l'année passée, c'était Jackie Chan. Fait que, tu sais, c'était hot. Là. Mais là, tu devais être la seule personne qui avait écouté Shannon Tweed, plus pertinente depuis 92. La seule affaire que des fois je trouve difficile, c'est de voir que les autres écoutent des films de 2022. Mm-hmm. Puis moi, je suis tout le temps comme non, j'écoute genre une vieille affaire VHS que personne connaît. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun. Moi, je suis pogné dans un trip de films collégiens du début des années 2000. Là. C'est comme mon trip de ce temps-ci. J'avais eu ça l'année passée, puis là, ça m'est revenu. Pas sous forme de POG. Et hier, comme pour le trip, on écoutait de la lutte, puis après, il restait une petite heure et demie avant d'aller me coucher. Puis je me disais, mais écoutez le film Old School, là, parce que il est dans ma liste, et puis whatever. Puis ça m'a tellement démoralisé parce que, tu sais, les gars, ils jouent comme c'est des banlieusards, là, ils sont finis, ils sont rangés, puis ils sont un peu lame. Oui. Puis dans le film, ils ont 36 ans. J'étais comme... Ouais. Bon, mais je pense que je vais arrêter ce film-là. Je l'ai fait. Oui, mais tu sais, pense-y si maintenant tu retournais genre au cégep, là. Ouais, j'ai jamais été au cégep. J'étais à l'université, mais j'ai pas été au cégep. Tu serais vieux. Oui, je serais vieux. À tes... Oui, je sais. Ouais, puis coéquipiers. Déjà que de la misère avec le monde en général, là, je pense que je rusherais avec du monde du cégep. Ouais, je sais bien, mais c'est juste pour dire que ça m'a... Ouais, je me suis senti vieux sur le coup. Là.
Surtout, tu sais, je pense que mon cerveau aime ça, faire des listes. Puis Letterboxd aide là-dedans. Là, tu sais, t'as la liste des films que t'as écoutés, t'as la liste des films que tu veux écouter. Tu sais, tu peux... Ouais, c'est ça. C'est comme... je sais pas, il y a quelque chose de le fun là-dedans pour mon cerveau. Là. Puis là, comment tu trouves du monde sur Letterboxd? Mettons, t'es abonné, là, tu fais comment pour trouver des gens là, que tu connais? L'algo va le savoir, il sait l'algo? Ben, tu peux rechercher dans tes contacts, là. Tu peux associer ton compte Facebook, mettons, de 1. Après, ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire. Là. Tu t'ostines avec des gens ou pas? Non, vraiment pas. Même sur Facebook, là, j'ai arrêté ça, ça fait longtemps. Ouais, mais c'est pas pareil. Tu t'ostines pas sur genre la COVID, si tu vrai ou pas. Tu t'ostines à savoir genre, je sais pas, des affaires bien précises dans le milieu du cinéma que tout le monde s'ostine, mais tout en sachant que est-ce que c'est pas important finalement? Fait que c'est pas grave, genre. Rien n'est important. Tout sert à rien. Tout sert à rien. Fait que t'as quoi, Laurent, dans tes affaires? Là? Ah oui, le soleil va mourir. Ah oui, le soleil va exploser. Ben oui, mais pas avant qu'on ait lu la nouvelle run de Hulk de Tony Cates. Hey! Ouf! Très beau retour. Ouais. Fait que c'est ça, Immortal Hulk, c'est fini, puis... c'était malade. Ouais, c'était toute une raid, puis là, on repasse sur des nouvelles bases, dis-je, des nouvelles bases. Comme si il s'était rien passé dans Immortal Hulk. Un petit peu. Un peu, mais ouais, j'avoue que c'est pas comme si... C'est pas une suite, vraiment, c'est juste comme... Non, le concept que Hulk est maintenant un dieu, mais bon... fuck! Okay. Non, mais c'est en guillemets, là. Oui. Ouais, le principe, en fait, c'est que Hulk, tel qu'on le connaît, est il l'appelle un Starship. Ouais. Donc, il est un vaisseau dirigé par un petit Bruce Banner derrière... Quoi? Derrière les yeux de Hulk. Ouais. Wow. Et le moteur de ce Starship-là, c'est le Wild Hulk qu'on connaît, là, genre Hulk Smash, qui est comme lui aussi à l'intérieur de la tête de vaisseau Hulk, mais enfermé dans un hangar par Banner. Puis Banner, il pitch des menaces selon la force de ce qu'il veut. Genre, ça agit comme une dynamo. Plus Hulk se bat fort dans son hangar, plus vaisseau Hulk a de la puissance à l'extérieur. C'est dommage fucked up. Ça fait aucun maudit bon sens, là. Genre, moi, mon seul problème avec tout ça, c'est genre, faut pas que j'y pense trop parce que le château de cartes s'effondre, genre. Si je me mets à faire, mais là, comment ça marche, là? Il est dans sa propre tête avec... parce que Banner, il est vraiment assis dans un banc de capitaine. Oui, dans un cockpit. Y a-t-il des manivelles? Il y a des contrôles? Oui. OK. Ouais, c'est une image, là. C'est une métaphore, I guess. Ben, on présume que tout ça est dans le niveau de la psyché. Okay. Mais en tout cas, c'est ça. Banner il a réussi à harnacher la psyché de Hulk en dedans de Hulk, mais à rester Hulk pareil, puis à lui se cacher aussi. Puis là, ben, c'est ça. En tout cas, les affaires vont très vite dans le premier cycle. Il se fait attirer par un banner d'une autre dimension, puis là, il se fait attaquer par le président des États-Unis de cette dimension-là, qui est Thunderbolt Ross. Puis il pitch un genre de Spider-Man méga mutant dessus, puis là, lui est comme « Ah non, faut que je fasse fâcher l'autre Hulk en dedans pour que ça me donne plus de force dehors. » Moi, j'ai pas lu beaucoup Donny Cates. Je sais que toi, Simon, t'en as lu beaucoup, là, mais pour l'instant, j'étais comme, c'est-tu que c'est over the top? Je sais pas si c'est tout le temps de même, là, mais je suis j'avoue que celui-là, il est pas mal over the top, là. Ben, c'est tout le temps un peu wacky, ce qu'il fait. Ça, c'était l'auteur de Venom qui avait fait Venom pendant longtemps. Ouais, puis tout... puis là, il fait Thor aussi. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est ça l'affaire, là. Je viens d'entamer le deuxième cycle qui s'appelle de façon très stupide Banner of War. Yes. J'aime ça, moi, les jeux. Parce que là, c'est les 60 ans de Hulk cette année et c'est aussi les 60 ans de Thor. Fait qu'ils se sont dit, on va faire un mash-up. Puis là, Hulk puis Thor, ils se calissent des mornifs dans la face. Parce que là, Hulk aurait peut-être ou pas tué des gens dans un bar au Texas. Là, c'est pas super clair encore, mais là... Les Avengers sont frus.
Les Avengers sont frus parce que pendant toutes ces années-là, Hulk, il casse tout, mais il tue pas personne. Si je comprends bien, c'est de quoi qui revient souvent. Là, puis qui est comme dur à croire, là, comme dans le milieu de toute cette destruction-là, il n'y a pas de collateral damage. Là. Mais là, bon, il aurait tué 17 personnes dans un bar au Texas, puis les Avengers sont comme, non, on va te, je sais pas, ils vont-tu leur crisser sur une autre planète à l'autre bout? 17 personnes qui meurent dans un bar au Texas, c'est pas comme une soirée normale texane, là, il me semble que... Écoute, peut-être. On salue pas mort de personne. du Texas. Il n'y a pas de gun. Non, pas de gun. Ouais, c'est à cause de... Quelque chose que je voudrais souligner, c'est l'attitude vraiment, genre 110% très cocky du Tony Stark de Donny Cates. Ouais. Qui est comme lui, comme moi je m'en fous, Captain America, qu'est-ce que tu dis? Moi je m'en vais botter des directs, mes grosses armures, piou piou piou. J'exagère à peine. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais écoutez, si vous aimez les concepts wacky puis de la grosse bagarre, ceci est un concept wacky avec de la grosse bagarre. Je sais pas jusqu'où il peut stretcher le concept du vaisseau, mettons. Ouais. Avant que ça s'effondre. Mais ce vaisseau-là, il est quoi? Intrigué. Il parcourt l'univers, il parcourt quoi? Il est dans quoi, ce vaisseau-là? C'est le Hulk qui est le vaisseau. Ouais, on l'appelle un vaisseau, mais c'est juste Hulk. Ah, ok. Il parcourt il y a notre comme monde des... normal, mais ouais, il y a des goggles. Ce que vous me dites finalement, c'est que Donny Cates a écouté la série des années 80, La vie, là, avec les petits bonhommes qui sont dans le cerveau, puis... Tu te mets de ça, là? Ouais. Il était une fois l'homme, là. Ouais, il était une fois l'homme. La vie, c'est autre chose. Ouais, c'est vraiment d'autres choses. La vie. C'est la nana qui est dans nos veines, quelque chose. Moi, j'étais comment? Le truc, là, avec Matcha Limonchik. Ouais, non, c'est ça. Peut-être que Donny Cates, il a regardé ça, mais j'avoue que je vois pas. Cates a écouté La vie. Donny Cates, il tripe sur les téléromans. Est-ce que c'est bien écrit, cette affaire-là? Là, il va écrire, je sais pas, Spider-Man, puis il va avoir plein de cormorans. Là, ça serait malade. Sur bon, c'est ça. Checkez ça. Je sais pas. On en parlera peut-être. On en parlera peut-être plus tard. Gang. Je reviens à D23, mais c'est pas vraiment une nouvelle de D23. C'est THR qui a rapporté que dans la version live action, donc mettant en vedette des vrais acteurs de Ahsoka, qui est en développement du côté de Star Wars, de Lucasfilm, ils ont trouvé l'acteur qui va incarner le personnage de Ezra Bridger, et qui va avoir qu'on a vu auparavant dans la série d'animation Star Wars Rebels, qui est excellente en passant. C'est une super série d'animation, vraiment extraordinaire. Le nom de l'acteur, c'est Eman F. Fendi, qui a joué dans Hostage 911 de Robert Rodriguez, qui est une série télé, et King's Richard, film pour lequel notre ami Smith a été nominé. Donc, film qui a été réalisé par Rinaldo Marcus Green. Qui? Mais là, King's Richard, c'est le film pour lequel Smith a gagné un Oscar. Là, je veux dire. Oui, mais j'étais comme, notre ami Smith, l'agent Smith. L'agent Smith, oui. C'est l'agent Smith qui a donné une claque à, à Chris Rock. C'était pour le sortir de la matrice. Il y a 27 agents Smith qui se sont levés pour aller crisser une claque à Chris Rock durant les Oscars. T'as pas vu ça, avant? C'était extraordinaire. Oui, c'est de même que je m'en rappelle. C'est comme ça que je m'en rappelle. Donc, il y a sûrement d'ailleurs une version matrice là, de cette scène-là qui a été faite sur Internet. Ezra Bridger, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un personnage qui est un jeune garçon qui était sensible à la force, qui a été entraîné par un Jedi du nom de Kanan dans la série d'animation, au balbutiement du début de l'Empire. C'est une excellente série pour vrai. Et Ahsoka va être un peu la 5e saison, si on veut, de Star Wars Rebels, parce qu'il y a beaucoup de personnages de la série d'animation qui se retrouvent en live action dans Ahsoka. On a bien sûr Rosario Dawson qui va reprendre le rôle d'Ahsoka. On a Hayden Christensen qui est supposé faire une apparition aussi dans la série. On a Natasha Liu Bordizzo qui avait été déjà annoncée pour prendre le personnage de Sabine. Et on a Mary Elizabeth Olsen qui est supposée être dans la série, mais on ne connaît pas encore son personnage. Ivanka Shakno également, qu'on ne connaît pas son personnage. Et Ray Stevenson qui joue un ennemi qui n'est pas encore mentionné. Il pourrait jouer le Grand Aberrant Thrawn, qui est un personnage vraiment à aimer de l'ancien canon de Star Wars, le nouveau canon de Star Wars, un super personnage qui a fait partie aussi des dernières saisons de Rebels et donc pourrait faire partie de la saison d'Ahsoka. On n'a pas de date de sortie, il y a eu de la production qui a été faite au courant de l'été, mais ça reste à être annoncé prochainement. Voilà. Vas-y donc, mon Simon.
Est-ce que vous voulez que je vous parle des X-Men ou des films d'horreur? Ben, De serpent géant. avant que tu nous parles des films, Laurent va décider d'un, mais avant que tu nous en parles, je rappelle aux gens d'aller sur le Facebook de Transistor, aller marquer sous l'annonce que vous voulez voir comme podcast à la prochaine édition du festival, marquez les mystérieux. Hein? Et c'est quoi le Raptor? Mettez les mystérieux, mettez c'est quoi le Raptor, mettez La cave. La cave, ben oui, quand est-ce que ça revient? Père Kaiju. Père Ouais, Kaiju. la cave, ça Ah, serait ouais, bon. c'est C'est un bon comeback. C'est malade. Hey, les 4 shows au Festival Transistor, il y a du monde qui vont bouder ces shows-là, les amis. C'est pas de la vraie hypo, en fait. Ah oui, boudez pas votre plaisir, comme dirait Johan. C'est comme dirait Yoann, dit tout le temps ça. Mais on va écouter quoi, Laurent? Moi, j'aimerais ça, les serpents géants. Parfait. Donc, oui, c'est l'Halloween qui s'en vient et la Spooky Season a commencé. Et je me suis fait une longue playlist de films. Je pense pas tout regarder, mais au moins je peux piger là-dedans. Puis là, j'étais dans un mood serpent géant. Je me suis dit, je vais éclairer ce que j'ai pas vu encore. Mais c'est pas un mood facile. Tu sais, quand ça te pogne, vouloir écouter des films de serpents géants. Ouais. Ben, surtout Serpent géant post-2000. Ah oui. C'est pas facile. Pas Mais facile. voici, j'ai commencé avec Python, film de 2000, justement, réalisé par un certain Richard Clabaugh, qui a fait un autre film qui s'appelle Iborgs en 2009. Le cast est quand même quelque chose. Il y a Robert Englund, il y a Billy Zabka, Will Wheaton, Jenny McCarthy et Casper Van Dien. Wow! Oui, quand même. C'est pas Randy, OK. C'est ça, ça commence. L'intro, là, c'est genre un avion qui s'écrase avec un cargo contenant un serpent géant. Il s'écrase dans une forêt. Puis là, il y a un couple de lesbiennes qui font du camping, puis ils se font manger par le serpent. Puis là, c'est marqué Python. Fait que ça commence de la même. Puis Très 2000. ah ouais. Puis tu sais, ça commence. Après, on a le héros qui est en bike, là, tu sais, son bike, puis il saute partout. Puis lui, ben, il sort avec l'ex de Billy Zabka, qui est un policier dans une petite ville. Un de leurs amis, c'est Will Wheaton, qui a des cheveux mauves là-dedans. Oui, ce film-là. Mais je pense que le meilleur personnage, c'est Kenny de Closer, qui est un vendeur qui est super intense, puis il vole le film. Malheureusement, il dure pas longtemps parce qu'il se fait manger par le serpent. Il essayait de vendre une maison à Jenny McCarthy, puis là, le serpent, il attaque. Il décapite la fille avec sa queue. Puis lui, ben, il se fait manger. Il y a aussi Casper Van Dien, c'est ça, qui a une petite moustache. Puis il y a Robert Englund qui veut capturer ou tuer le serpent, c'est pas clair. Il y a surtout Robert Englund qui voulait avoir un chèque de paye après ça. Ouais, mais je te dirais que dans tous ces gens-là, c'est peut-être celui qui en a mis le plus. Comme, il overacte quasiment. Puis ben, c'est ça, le serpent, c'est du mauvais CG. C'est divertissant. Mais c'est les bouts qu'il n'y a pas le serpent qui sont plus divertissants, je trouvais. Fait que, bon, c'est ça. Beaucoup de scènes de bureau. Ouais, ben pas des scènes de bureau, mais tu sais, des personnages là, avec leur histoire et tout ça. Là. Est-ce que Will Wheaton se fait manger? Oui. Il se fait manger solide. Je pense. Et donc pas en purée. Non, exactement. Le serpent ne l'a pas digéré avant de le manger. Deuxième, ben, j'ai écouté Python 2. Qui est sorti 2 ans plus tard. Et celui-là, ben, il y a Billy Zabka qui revient. Mais là, son personnage a un peu changé parce que ça dit... Dans le premier, c'était un policier d'une petite ville. Puis là, finalement, il devient un agent de la CIA, agent secret, whatever. En tout cas. Puis à un moment donné, il recrute Dana Ashbrook, qui jouait Bobby dans Twin Peaks. Et il y a aussi sa blonde qui s'appelle Simone McKinnon, qui jouait dans Baywatch Hawaii, les 2 dernières saisons de Baywatch. Puis bon, c'est vraiment pas très bon, encore moins que le premier. Tu m'étonnes.
Ouais, c'est ça. Zabka, ils recrutent le couple pour leur troc pour qu'ils puissent ramasser le serpent parce qu'ils vont le chercher dans une base en Russie. Fait que vous savez que le film se passe dans une base tout le long. Dans un genre d'entrepôt, là, c'est ça. Puis il y a des acteurs avec des accents pas possibles parce que c'est tourné en Europe de l'Est. Là, puis la seule affaire, c'est que tu sais, le Bobby de Twin Peaks, il joue un ancien joueur de baseball. Fait qu'à la fin, ben, il peut pitcher une bombe dans le serpent. À l'aide d'un bat. Ben, à l'aide de. C'est un lanceur. Ah, un lanceur, ok, oui. Bon. Fait que 10 sur 10, je recommande. Après, j'ai écouté King Cobra de 99. On revient en arrière. Oui, on revient en arrière. Celui-là, réalisé par deux personnes que je crois être des frères, David et Scott Hilbrand, qui ont fait entre autres National Lampoon Dorm Days et National Lampoon Dorm Days 2. Ça met... ouais. Ça met aussi en vedette... J'étais vraiment comme, je le connais pas celui-là, peut-être je connais le deuxième. Mais non, c'est sûr que tu connais pas le deuxième. Ouais, ça met aussi en vedette Pat Morita. Puis le père dans Gremlins et Eric Estrada qui joue le pire stéréotype gay. Bon, ça commence avec une explosion dans un labo, puis évidemment, il y a un serpent géant qui sort de là. C'est vraiment le plot de Jaws, parce que là, la ville a un festival de bière. Puis là, il faut pas qu'il se fasse attaquer, mais là, tranquillement, le monde se fait attaquer. Il y a un docteur puis une policière, c'est le couple qu'on va suivre, puis ils vont se battre contre le cobra géant. Mais en fait, le King Cobra est un mélange d'un serpent à sonnette et d'un cobra. Et pourquoi? Juste pour qu'il soit plus tueur. Ouais. Ce qui est le fun, par exemple, c'est que comparativement aux deux autres, là, Python et Python 2, c'est que le serpent, il est fait en des vrais effets. Des vrais spéciaux. effets? Ouais, il est là. Ouais, c'est ça. C'est les frères Chiodo qui l'ont fait, qui ceux qui ont fait Killer Clowns from Outer Space puis les effets spéciaux de Critters. Fait que tu sais, c'est quand même ça, au moins c'est pas pire. Ouais. Puis ben le film, à un moment donné, c'est un peu long, puis le dernier acte, par contre, il est vraiment le fun. Là, le film commence à dire fuck it, on est un film de serpent géant, on va faire ça avec un serpent géant. Pat Morita, il joue un expert en serpent, puis là, à un moment donné, il y a un duel avec le serpent, il se regarde là, les yeux, là, puis là, après, il se fait tuer, puis il meurt au ralenti. Non, pas Pat Morita, non. Puis aussi le héros, à un moment donné, qui dropkick le cobra, puis ça, c'était magnifique. Fait que c'est ça. Juste pour la fin a sauvé le film, j'ai trouvé. Pas la fin, mais le dernier acte a fait comme c'est au moins c'est wacky, puis ils ont du fun. Fait que c'est ça. Si j'avais un compte Letterboxd, vous auriez vu que j'ai écouté ce week-end pour la première fois de ma vie National Lampoon Val Wilder. Oh wow! Vous seriez surpris d'apprendre que ça n'a pas super bien vieilli. Mais pas si surpris que tu l'aies regardé que là, ça ait mal vieilli. Je suis dans mon trip film collégien début des années 2000. C'est cool parce que tu as deux Dorm Days. C'est ça, Dorm Days et Dorm Days 2. Mais là, je vais écouter Val Wilder 2, Rise of Taj. C'est vrai, il y en a qui est sorti 8 ans plus tard. Là, en tout cas, si j'avais mis ça sur Letterboxd. Ben oui. J'ai un dernier film de serpent. C'est... le titre, là, quand tu le vois écrit, tu fais comme OK, mais quand tu le dis à voix haute, j'ai trouvé ça très drôle, c'est Venomous. Venomous. Sorti en 2001 par Fred Olen Ray, donc vous savez que c'est de la grande qualité. C'est avec Treat Williams, qui est connu pour avoir joué dans Flic ou Zombie. Entre autres. Oui, le gossant, là. Non, l'autre. Ouais, qui était aussi dans la télésérie Everwood. Ah bon, écoute. C'est ça. Oui, c'est vrai, il jouait le père. C'est ça, tu sais, l'époque DOC, là, mais à l'autre poste. Là, ouais, c'est pas l'affaire de cowboy, ça. Non, là, c'est Deadwood, c'est pas pareil. Ah ouais. Deadwood, c'est comme du CW. C'est du CW. Ouais, c'était du CW. Ouais, c'est ça.
Puis c'est ça, ben, c'est une ville qui est attaquée par des serpents qui transportent un virus mortel. Fait que, tu sais, les serpents, ils meurent le monde, puis là, ben, il y a un virus, puis là, le monde meurt. Je trouvais ça drôle parce que quand je l'écoutais, je me suis dit, OK, si ce film-là, il y aurait eu... En place des serpents, ça aurait été des chauves-souris, ben ça aurait été le film préféré des conspis. Parce que là, en plus, on apprend que le virus est créé par l'armée pour, tu sais, blablabla. C'est ça. Puis, bon, il n'y a pas énormément de stock à dire sur ce film-là, sauf que Fred Olunri réussit à mettre 2 explosions d'hélicoptères dans un film de serpents. Nice. Les serpents c'est pas des serpents géants, mais il y en a plusieurs. Puis il y a aussi Treat Williams, à un moment donné, que tu vois qu'ils l'ont laissé improviser. Il marche comme dans un petit corridor pour éviter des serpents, puis là, il parle, puis tu fais « OK, ouais, c'est pas... » Il parle pas comme le personnage, là. Il parle comme si c'était lui, puis il veut faire des jokes, là. Ils l'ont gardé. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça quand même bien. Mais ouais... il y a une des 2 explosions d'hélicoptères qui n'a pas de bon sens parce que il ferme la ville, tu sais, pour pas que le virus se propage. Ben oui, c'est normal. Puis là, il y a du monde qui veulent calisser leur camp. Fait que là, il y en a un qui, je me souviens plus comment, mais il vole une limousine. Puis là, il réussit à s'enfuir, mais évidemment, il y a un hélicoptère qui le poursuit. Puis là, l'hélicoptère envoie des missiles à la limousine. Puis là, la limousine explose, mais le gars, il est encore correct. Puis là, il sort du char, il ouvre le coffre de la limousine en arrière, puis il sort un bazooka, puis il tire l'hélicoptère. Ben voyons. Quoi? Il sort d'où, le bazooka? Pourquoi il y a un bazooka dans le... Okay. Je sais pas. Peut-être que j'ai manqué un bout, puis j'étais trop gelé pour... m'en rendre compte, mais c'était magnifique. Fait que voilà, je vais peut-être changer de thème pour les prochaines semaines. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau au début des années 2000 pour cette obsession pour les Je pense que c'était plus remplir une programmation du Sci-Fi Channel que d'autres choses. Ils en ont fait un, puis ils ont fait copy-paste après. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais savoir lequel de tous ceux-là a le plus gros serpent. Bonne question, Laurent. Parce qu'on sait que là-dedans, c'est la taille qui compte. Contrairement à... Oui. Je te dirais Python, le premier. Mm-hmm. Quoique Python 2 a 2 gros serpents. Oh. Double the fun. Mais tu sais, dans le 2, là, je trouvais que sa grosseur variait selon les plans. C'était pas le même modèle tout le temps. Fait que c'est ça. Bon. Voilà. Merci, Simon. Maintenant, les pitons n'ont plus de secret pour nous. Non. Vas-y donc. Venomous! Moi, j'ai une petite nouvelle de céréales. Des céréales. On a appris aujourd'hui. Hein? Je sais pas, j'aime ça. On a des nouvelles de céréales. C'est l'ensemble de la culture populaire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Kellogg a annoncé aujourd'hui, c'est une nouvelle que j'ai volée à mon ami qui s'appelle Fast Food Fred, où il fait des reviews de fast food. Checkerez ça. Que Kellogg donc annonce des Instacups, donc c'est-à-dire des petits bols préfaits où tu as juste à rajouter de l'eau puis tu as ton bol de céréales. Ouais, parce que c'est tough mettre des céréales dans un bol. De l'eau? De l'eau, oui. Exact. Oui, c'est ça la twist, parce que là, ils ont mis genre du lait déshydraté en poudre. Ils ont roulé les céréales dedans. Hey, c'est tellement compliqué de faire des céréales. Quand tu rajoutes de l'eau, ben là, ça fait du lait. Le lait reprend sa forme. Oui, mais qu'est-ce qui fait de l'eau, du lait d'un céréales? C'est quand tu mets du lait d'un céréales. Oui, mais mettons que t'as pas de lait, là. Mettons que t'es en camping puis ça se garde mal du lait. OK, pour les campings, je comprends. OK, t'as trouvé la situation. Mettons que t'es un astronaute, là. Ouais, mettons. Ouais, c'est ça. Mettons. Okay. En tout cas, c'est ça. Ceci existe maintenant. Il commence par une gamme de 4 bols préfaites, c'est-à-dire les Frosted Flakes, les Raisin Bran, les Fruit Loops et les Apple Jacks. Des valeurs sûres. Les Apple Jacks? Il n'y a personne qui n'a jamais mangé des Apple Jacks au Canada. Oui. J'ai dit toutes, mais à part les Apple Jacks. Non, mais pour vrai, là, on va s'arrêter 2 secondes. Les Apple Jacks, je connais personne qui a jamais consommé cette céréale. Je suis pas mal sûr que j'en ai déjà mangé. J'ai vu des annonces. Peut-être pas au Canada.
Non. Oh! Peut-être que j'en ai ramené des États-Unis. Ça, c'est une fois, belle mais twist. tu vois, j'en garde pas des souvenirs C'est ça. mémorables. Ouais. Je me souviens des il me annonces, mais pas... Peut-être Écrivez-nous, quand on là. était jeunes, il y en avait. C'est ça. Allez Écrivez-nous, écrire, là, pour allez nous écrire dire, la sorte de céréale que vous souhaitez dans le truc de Transistor. Ouais, après avoir écrit ouais. notre nom. Oui, c'est ça. Allez écrire. Allez chez Transistor, Applejack. écrire Applejacks. On va voir ce que ça donne. C'est en vente au prix de 1,98 US le Ben bol ouais, chez ben ouais. Walmart parce que US. probablement que ça se rendra pas ici parce que Non, tu penses? nous autres... ben, Toi, on est capable de mettre notre lait. On est capable de mettre notre lait Ouais, dans le bol. c'est ça. Ici, ouais, au Canada, là, je sais que les Américains sont bien impressionnés par le lait en sac, là, les poches de lait. Ah, là. ouais. Ouais, ouais, ben ouais. Ils sont tous Fait que- impressionnés par le fait qu'on paye pas 30 000 $ qu'on se casse le pied. Ça Oui, aussi. c'est vrai. Ça, c'est Oui, triste. mais il y en a qui aiment pas ils ça ont voté aussi. pour ça, quand même. Ouais, je sais. Bon. Il jugera pas. Ben, un peu, oui. Ouais, même un peu. L'ensemble. L'ensemble, L'ensemble. c'est ça. Voilà. Hey, Allez voter le 3 octobre. Oui, oui, c'est important. C'est très important. Yo, Gauthier, pour nous dire d'aller voter le 3 Il est supposé octobre. revenir, Gauthier. Il n'est pas sous forme de pas. Il a dit qu'il allait revenir au show après les Ben, élections. probablement pas avant le 3 octobre. Non, c'est ça. Et j'ai déjà acheté son équipement, fait qu'il est mieux de revenir. Whoopalaï, Ben non, la mais non, avance. Non, j'avais de l'équipement acheté pour un petit projet, fait que il va... Gauthier va l'hériter au pire, puis je vais au pire le donner à Johan aussi, là, pour avoir du bon son. Une petite nouvelle, faire un petit suivi de dossier, hein, on fait ça, des suivis de dossier, ça a l'air au Mystérieux Étonnant. Un grand dossier. Des grands dossiers. Des Ouais. grands dossiers. La semaine passée, j'ai parlé de Warner Brothers Discovery qui est à la recherche de son genre de Kevin Feige, donc une personne déléguée, chargée des propriétés du DCU à la télévision, au cinéma, en jeux vidéo, en Ça comic va-tu être book. toi? Ça sera pas moi, malheureusement. Je n'ai pas l'étoffe de travailler pour Warner Brothers Discovery, mais j'ai suggéré ton nom, Laurent, quand j'ai refusé le rôle. Toi qui es un grand fan de DC Comics. Oui, c'est ça. Mettez tout au vidange. J'ai rien de bon là-dedans. C'est pas mal déjà OK, ça. ma job est faite. C'est pas mal déjà ça qu'ils font, je te C'est dirais. ça. Mais le producteur Dan Lin était celui qui était à tête de liste pour. Il était aussi en pourparlers d'ailleurs pour prendre le rôle. Et finalement, les négociations ont pris fin parce que Dan Lin a une compagnie qui s'appelle Ride Back, pas le personnage dans. Je viens de me rendre compte que c'est le même nom de famille que Steven Seagal dans Les Cuirassés en péril. Ah, oui, oui, oui. Donc, Rideback, c'est une maison de production que Dan Lin a et dans laquelle il est très impliqué. Donc, il y avait comme un conflit d'intérêts. Il y a aussi une entreprise à but non lucratif qui s'appelle Rideback Rise et qui ferait un très bon Cuirassé en péril 3. Ça de même. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Non, donc... non, on veut plus de Steven Non, Seagal. on veut plus Steven Seagal. Mais il ne sera pas à la tête des propriétés du DCU là, pour Warner Brothers Discovery. Donc, ils sont encore à la recherche de quelqu'un. Le dirigeant de Warner Brothers Discovery avait dit qu'il voulait mettre en place un plan sur 10 ans avec une équipe pour développer un univers consensuel un peu à la manière de ce que Marvel fait du côté de Disney. Donc, on verra ce que ça va faire parce que là, lui, il va continuer à faire ses trucs. Donc, Dan était responsable, entre autres, de gros succès à Hollywood, de Lego Movie, que j'ai adoré. J'adore Lego Movie. Le premier est excellent. Les deux hits, et je ne savais pas ça, mais dans les années 2007-2008, il a travaillé sur le film de Justice League de George Miller, que j'ai jamais vu le jour. Oh. Donc, Dan Lin était dans ce projet. Donc, ça fait un petit bout, mais ouais, c'est ça. Fait que Dan Lin ne sera pas à la tête du DCU, malheureusement. C'est un gars qui a beaucoup de projets aussi en parallèle, donc il va faire parler de lui, mais sous d'autres bannières, ça c'est certain. Simon, est-ce qu'il te restait quelque chose? Ah, c'est déjà à moi. Je peux vous parler de où je suis rendu dans les X-Men ou d'une nouvelle sur une série qui a rapport avec les X-Men, mais aussi Spider-Man. Ben, Laurent, il va encore décider. Mais là, les X-Men. Ouais. Que Je veux juste dire, Simon, que tu as donné le goût à beaucoup d'auditeurs de lire les X-Men. J'en ai au moins 2 sur le Discord. Ouais. Monsieur Chuck et Monsieur Martin, qui ont commencé à lire les X-Men et qui suivent ta liste, qui est disponible dans la section manga BD sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, la liste de lecture de l'univers de Claremont des années 80-90. 70, 80, 80. 70-80. Et c'est pour ça que je fais ça comme ça. Et bien sûr, celui de l'ère de Krakoa qui se déroule en ce moment. Donc, elle est disponible, la liste, et c'est Simon qui fait ça pour vous autres. Il met même des images. C'est extraordinaire. Bouf, c'est un Ben, fichier Word, là. Moi, je trouve ça hot. Je trouve ça malade. Ah, ben merci. Donc, c'est ça. Moi, présentement, j'approche de la fin de la run de Chris Claremont. Je suis déjà?
Ouais, Fou, hein? je suis rendu comme à la fin de 1989, début 90, puis lui, il a fini en 91. Donc, c'est ça. Puis je suis aussi entre deux gros events. Tu sais, j'ai lu Inferno il y a quelques semaines, et là, il y a Extinction Agenda qui s'en vient tranquillement. Je commence à voir des... comment dire? Ben, il y a Jim Lee qui est là. Puis Rob Liefeld qui est là aussi. Fait que, tu sais, je sais ce qui va se passer éventuellement. Mais c'est comme le fun de voir ça côté... il y a le côté éditorial qui est fascinant, mais aussi dans les BD, comment ça affecte le storytelling. Je trouve ça cool. Mais là, c'est ça. Là, je suis en train de lire... Il y a 5 séries, en fait. Il y a X-Factor, qui est peut-être celle que j'aime le moins présentement. Après Inferno, il y a eu un événement qui s'appelait Judgment Wars. Puis c'était un peu... mais c'est dessiné par Paul Smith. Au moins, c'était beau. Puis c'est ça, c'est les X-Men originaux. Puis là, ils étaient comme sur une autre planète. Puis il arrivait des combats, puis des affaires. Puis c'était comme à peu près 6-7 numéros. C'était un peu long, mais c'est pas grave. Je dis que j'ai moins aimé, mais c'était quand même bien. Il y a aussi New Mutants, que je continue toujours. Eux, après Inferno, ils se sont retrouvés sur Asgard. Puis est-ce qu'ils ont un lien un peu avec ça? Ils ont déjà eu une aventure à Asgard, puis il y a Moonstar, je crois, qui est son nom. Ou non, c'est ça, c'est son nom, c'est pas le nom de son personnage. Son personnage, c'est Mirage. Elle a eu des pouvoirs de Valkyrie. Donc, elle pouvait voir un peu comment les gens allaient mourir, en plus de ses pouvoirs de mutant. Fait que là, elle a comme un lien avec ça, puis là, ils se retrouvent à Asgard. Thor est pas là, les Warriors 3 sont prisonniers, il y a Hela qui a moins de pouvoir, mais qui essaie de prendre le contrôle. Odin, il est dans son Odin Sleep. Fait que là, c'est les New Mutants qu'il faut qu'ils sauvent toutes. C'était le fun. Sinon, je lis aussi Wolverine. Là, je suis passé... il y avait... La première partie, en fait, je pense que c'était 10 premiers numéros, c'était Claremont qu'ils écrivaient. Mais là, il y a eu 2 histoires avec Peter David puis d'un autre gars. Puis là, ben c'est ça, c'est Wolverine qui est... C'est ses aventures à Madripoor. Il y a son eye patch parce que là, Wolverine dans le monde est mort. Fait que là, il faut qu'il fasse à croire qu'il est quelqu'un d'autre. Puis là, il est patch. Wow. Quel excellent camouflage. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que dans les derniers numéros que j'ai lus, là, tout le monde il dit ouais, mais on sait que t'es Wolverine, là, puis là il est comme fuck, il est comme déçu. Mais man, il est avec ses cheveux puis tout, là, voyons. C'est la meilleure façon d'attirer l'attention, c'est de porter un eye patch. En plus, fait que je trouvais ça drôle, au moins il l'adressait. Comme over, là, au moins. Ouais. D'ailleurs, il y a un moment donné, j'ai lu aussi une mini-série qui s'appelle Havok and Wolverine Meltdown. C'était 4 numéros, puis là-dedans, à un moment donné, Wolverine, il y a comme... le dessin, parce que c'est très... comment je pourrais dire? C'est un peu de la peinture. Tu sais, c'est plus... Comment mais c'est très éthéral comme dessin, très weird, très étrange. Puis là, Wolverine là-dedans, il y a comme sa coupe de cheveux, mais vraiment exagérée. Fait qu'il y a comme 2 pointes vraiment longues plutôt que d'avoir ces petites pointes. Puis là, il y a un numéro de Uncanny X-Men où il dit ouais, je reviens de mes aventures avec Havok au Mexique. Là. Puis là, il est devant le miroir, puis là, il se met du gel pour faire ces couettes-là. Puis là, genre, je pense que c'est Storm qui dit hey, ça, c'est pas sûr, ça te va bien. Puis là, ouais, t'as raison. Puis là, il s'enlève. Je trouvais ça très drôle. Un bon clin d'œil. Ouais, mais c'est ça, il y a aussi Excalibur par Chris Claremont, mais la force de Excalibur, je pense que c'est l'art de Alan Davis. C'est tellement des hosties de beaux dessins. Puis c'est plus le côté
c'est Excalibur. Donc, ça se passe en Angleterre, mais aussi du côté un peu médiéval, parce que là, il y a c'est vraiment la série que je suis comme dedans présentement, là, qui s'appelle Cross Time Caper. Fait que là, ils sont dans un train qui se fait bardasser un peu dans des dimensions différentes. Puis là, la dernière, il y avait une genre de famille royale et les dessins ressemblaient beaucoup. On dirait qu'il y avait le prince Charles et Diana. Je trouvais ça très drôle. Tu veux dire le roi Charles? À l'époque, le prince. Non, je comprends, je pense. Ouais, le roi Charles. Puis sinon, c'est ça. Il y a Uncanny X-Men, évidemment, qui est le plus gros titre. Là, il reste plus grand monde dans l'équipe parce que, Wolverine est absent pas mal parce qu'il y a ses aventures dans sa série. Storm est morte. Rogue est disparu. Longshot est parti. Puis là, le reste se pose bien des questions sur, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, à quoi on sert, le rêve de Xavier, tout ça, blablabla. Faut quand même enseigner à ces jeunes à l'école là aussi. Hein? Ben là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus d'école. Il n'y a même plus d'école. Elle a explosé 1000 fois. Dans Inferno, puis là, c'est les X-Men qui restent, c'est ceux qui sont morts, entre guillemets, comme Wolverine, mais qui sont cachés dans le Australian Outback. Donc, ils ont une espèce d'endroit, puis il y a... je l'ai dit ça l'autre fois, là, c'était... Comment il s'appelle? Pas Stego. Attends. Gateway, voilà. Gateway qui peut les téléporter un peu partout. Mais c'est ça. Là, il y a quelque chose... Ouais, tout ce qui a rapport avec le Siege Perilous, qui est un objet, une espèce de diamant qui se sont fait donner pour faire croire qu'il était mort. Puis là, ils peuvent réutiliser ça pour se réincarner ou se retrouver ailleurs. Puis là, ils décident de passer là-dedans. Puis là, le numéro que j'ai lu après, c'est genre Psylocke, qui est maintenant une assassine qui travaille pour le Mandarin. Le mandarin. Ouais. Puis là, c'est là qu'elle a commencé à être Quanon. Mais c'est vraiment pas clair. Puis je sais qu'il y a un peu... QAnon, le conspi, là? Non, juste pour les algos, ne mentionnez pas ce mot-là de quoi on se fasse flaguer. Là. OK. Ben, moi, j'ai dit Quan. Ouais. On a compris. Ah non, c'est vrai. En plus, c'est... ça se prononce pas de même. Il me semble que c'est Wanon ou Canon, en tout cas. Il y a une lettre qui se prononce pas. Je vais toutes les dire. Ouais, c'est ça, je vais toutes les dire. Puis, ben c'est ça. Tu sais, c'est à cause que Jim Lee a dessiné Psylocke plus asiatique. Puis là, c'est le look qui est devenu populaire. Puis là, finalement, ça a resté ça pendant 30 ans jusqu'à temps qu'ils décident de séparer les deux. Parce que justement, c'était une British dans le corps d'une asiatique. Fait que c'était un peu weird. Puis là, c'est ça. Là, je viens de voir le début. Puis je comprends pas encore qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça implique. Ouais, c'est ça. Puis je sais que le Siege Perilous, il revient souvent dans les X-Men. Puis il était d'ailleurs dans les Excalibur de Krakoa. Puis c'est ça, c'est un concept que j'ai de la misère à décrire parce que je le comprends pas vraiment encore. Mais j'ai espoir de comprendre. Mais fait que c'est ça, je suis rendu là, puis tranquillement, je me dirige vers Extinction Agenda, puis la Muir Island Saga. Et éventuellement, Chris Claremont va partir. Il va avoir le X-Men numéro 1. Puis après, je vais tomber, je pense, dans Executioner Song. En tout cas. Fait que là, je continue. C'est pas parce que Chris Claremont arrête que moi, je vais arrêter. Fait que tu vas continuer les 90s. Là, ce qui a en fait créé Jake. Tu sais, la nappe là, ancestrale de laquelle Jake a émergé dans les 90s, tu vas la lire bientôt. Exact. Là, on va pouvoir en parler là, vraiment longtemps, là, la nuit. Là. C'est malade. C'est malade. C'est ça. Je pense pas que je vais relire des trucs que j'ai lus. Je pense pas relire une autre fois Onslaught. Mais je suis pas rendu là. Fait que, une fois rendu, là, ça va une fois je vais le feuilleter, genre, juste pour me rappeler des affaires. C'est comme saucé. Une fois saucé, ça va. Ouais. D'ailleurs, tu le sais-tu, Laurent, qui Jake a rencontré durant son périple en Europe? T'en as-tu parlé? Mentionne-le pas si tu le sais. Ok, tu le sais pas non plus?
J'imagine qu'il a rencontré des gens, mais Tu vas voir. rien. Tu vas voir. Je suis en train de le hyper. Là, j'espère qu'il sera là la semaine prochaine. Il est supposé, mais soyez des nôtres. Hein? Ouais. Oui. Il a rencontré Franquin encore. Il est mort, Franquin. Ouais, je sais bien, c'est pour ça que Mais, je me pose mais des questions. si Jake avait la chance de rencontrer... Jake est capable. Il est capable, c'est ça, exactement. Ouais, ben c'est ça. Je veux dire, on n'est pas à une expérience mystique près au Mystérieux Étonnant, là. Ouais. Je veux dire, Vous vous souvenez la fois qu'on a rentré nos animaux totems, là, ouais, ben c'est ça. dans ce périple au Mexique? Quel épisode extraordinaire, le 457. Ouais, reculer les archives, là. C'est ça. Ouais. Voyage on le astral. fera au Festival Transistor. Oui, exactement. Allez écrire notre nom sous la publication là, de Transistor. Ouais, Savoir quel podcast vous voulez voir. écrivez Les Mystérieux Étonnants sur le Payolt. C'est le spécial peyoté. Vas-y donc, mon Laurent. J'ai plus rien, moi. T'as plus rien. ça. Non, j'avais noté des affaires que j'étais comme Werewolf by Night, ils font de quoi? Je savais pas que ça existait, mais là, je sais que vous en avez parlé. On l'a avant que mentionné. j'arrive. Fait que, ben, c'est ça. Je suis bien surpris de voir Gaël Garcia Bernal dans du Marvel. Ouais. C'est ça ma Ouais. nouvelle. C'est nice. Mais je suis quand même un peu excité. Ça a l'air je bien, pense. écoute. Ah ouais. Je sais pas, j'ai vu une nouvelle comme quoi qui disait, là, finalement, c'est une comédie, là. Puis, Fait que, ça. ben, c'est ça. Je suis Ben, content qu'il y ait une comédie d'horreur. Evil Dead aussi, c'est une comédie. Exactement. Ben, en tout cas, Une le deux. excellente. Ouais. Ouais, l'un, il est pas. Non, en tout non. cas, j'appogne pas. Le remake, M'a dire ça de même. là. ça fait 40 ans qu'on se pose la question. Voyons. Ouais, c'est ça. Voyons. Je le trouve moins drôle. Ça doit être moi. Moi, j'ai un tout petit truc, vraiment rapidos. J'ai écouté le film, c'est un genre de documentaire dans lequel il y a des scènes où on recrée des scènes. Ça s'appelle The Anthrax Attack in the Shadow of 9/11. Parce qu'hier, c'était le 21e anniversaire. Ben, l'anniversaire. Ben oui, ben, le 20e... 20e année depuis les attaques du 11 septembre. Ça n'a pratiquement pas fait les journaux, d'ailleurs. Ça m'a même surpris. Dans les quotidiens américains que je suis, il y avait à peine une mention. Puis Netflix a sorti le week-end dernier, peut-être pour souligner l'événement, un documentaire d'un événement qui, en fait, s'est produit après le 11 septembre, que peut-être les gens les plus jeunes ne se souviennent pas. Il y a eu des attaques à l'anthrax dans certains départements gouvernementaux. Des gens de la poste qui ont été affectés, qui sont même tombés malades et même morts. Et on recrée l'enquête, en fait, des agents du FBI qui ont amené à identifier certains suspects, dont un en particulier, mais qui n'a jamais été officiellement reconnu coupable. On pense que c'est lui. Je sais pas. Ben, regarde, ça fait 21 ans. Là. Il a fini par se suicider, donc on ne sait pas, même si officiellement on reconnaît comme quoi que c'est lui, mais il n'y a pas de. Il y a bien des gens qui se posent des questions encore aujourd'hui. Et ça met en vedette Greg Clark, qui a joué justement l'agent Coulson dans Avengers, qui a joué dans Agent of S.H.I.E.L.D. Il reprend en fait le rôle du scientifique qui était suspecté d'avoir commis les attaques. Ça reste très anecdotique. J'aimerais ça qu'on aille un peu plus dans le détail. Greg Clark est excellent. Là. C'est un super de bon acteur. Je l'adore. J'étais bien content de le voir là-dedans. J'étais très surpris d'ailleurs de le voir là-dedans. Mais j'aurais aimé ça qu'on nous en donne un peu plus. Ça reste que c'est un film qui est émouvant. On a des témoignages de gens qui ont survécu, des gens qui ont perdu des êtres chers aux attaques à l'anthrax. Puis ça, j'avoue que c'est très chargé émotivement. Il y a un petit côté social. Tu sais, ils ont fermé des départements du gouvernement assez rapidement, mais la poste, le monde travaillait pendant qu'il y avait des gens en hazmat suit qui se promenaient pour essayer de trouver d'où venait la source de l'anthrax. Fait que, tu sais, trouver l'erreur, guys. Tu sais, là, à un moment donné, là, c'est 2 poids 2 mesures. C'est une curiosité. Moi, j'ai eu quand même du plaisir à l'écouter. C'est pas parfait, mais j'ai eu du fun. Ça s'appelle The Anthrax Attack. J'ai eu du fun, on s'entend. Là. J'ai pas eu du fun sur la souffrance des gens. Je suis un amateur de true crime, donc j'ai eu du fun à découvrir ce documentaire-là. The Anthrax Attack in the Shadow of 9/11, c'est disponible en ce moment sur Netflix et ça met en vedette Greg Clark. Ça réussit-tu à être un peu haletant, mettons? Qu'est-ce que tu veux dire? Disons Comme, que je connais pas le comme mot. enquête, genre... Oui. Mais tu sais, genre, ça te garde-tu on the edge ou tout? C'est comme, moi, de mémoire, là, c'était des enveloppes pleines de poudre, là. C'est comme un peu de rab, mettons. Comme truc, ça oui, rend-tu quand le même. truc un peu excitant Ouais, à regarder, maintenant. En fait, je pense que le documentaire a eu le même problème que les forces de l'ordre, c'est que c'est extrêmement technique. Donc, les gens du FBI ont eu recours à des scientifiques pour essayer de retracer la provenance des sources de l'anthrax. Et dans les personnes qui ont interviewé, il y a un des suspects, le principal suspect aujourd'hui qu'on pense avoir été la personne qui a commis les attaques. Donc, je pense que le documentaire a eu un peu le même problème. C'est que
d'essayer de jouer avec du suspense sans complètement maîtriser le sujet. OK. Donc, oui, il y a du suspense, mais ça reste flou et diffus. C'est un peu ma critique du film de Thor Love and Thunder. Mais ouais, c'est ça. Mais ça, ouais, j'ai vu pire sur Netflix, mais franchement, en termes de documentaire, oui. Bon, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. J'ai un petit truc, si vous ne savez pas quoi écouter en fin de journée, là, puis vous voulez écouter un true crime, ça vaut la peine quand même. Si vous n'avez rien, messieurs, on va passer à la petite pause, mais juste avant, je rappelle qu'on existe grâce à la contribution de nos membres Patreon. Et là, avec l'été, l'augmentation de la bouffe, puis la chute imminente de la société comme nous la connaissons, les prix ont augmenté, donc il y a des personnes qui se sont désabonnées au au Patreon, pardon, puis c'est bien correct. Mais si vous voulez nous encourager, si vous voulez vous réabonner, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vers la plateforme Patreon pour l'équivalent d'un café par mois. Vous faites en sorte que nous puissions exister. On peut se payer les bills, tous les frais qui sont encourus par le projet. C'est super simple pour vous abonner, vous désabonner également si ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez vous donner juste pour un mois si vous voulez. Commande, un café, c'est rien. Ça va prendre 2 secondes, comme à l'écrire sur la publication de Transistor sur leur Facebook pour leur dire que vous voulez nous voir dans la prochaine édition de leur festival. Les deux, hein, un ou l'autre ce mois-ci. Ouais. Peut-être les deux, c'est comme vous voulez, c'est bien généreux. Donc, c'est fort apprécié. En échange, on vous offre du contenu gratos quand même. Bifurcation, qui est un podcast exclusif au membres Patreon. Et là, on est en train de faire un cycle dédié aux frères Cohen. On a fait Oh Brother, Where Art Thou? On a aussi un podcast qui s'appelle Terre humaine, Cheese d'or sur la série québécoise Terre humaine. Puis je pense que Simon, tu auras un épisode en banque. Là. Ouais, j'ai oublié de te l'envoyer. Ouais, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais si tu peux me l'envoyer cette semaine, ça sera le fun Okay. pour les membres Patreon. On finance les Mystérieux Étonnants, bien sûr, mais aussi nos spin-offs Noël Cheese d'or et Terre Kaiju. Noël Cheese d'or dédié aux amateurs du temps des fêtes et Terre Kaiju aux amateurs des grosses bébites qui se tapochent. Donc, on vous offre du contenu en masse. Vous pouvez aussi nous aider en parlant du podcast, le partager, donner un petit 5 étoiles sur iTunes. Et aussi, j'oubliais, en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Donc, on s'échange des articles, des nouvelles, des choses vraiment le fun qu'on trouve un peu partout. Des belles discussions. On écoute la lutte le dimanche. Et là, on a recommencé les films du mercredi. La semaine dernière, on a écouté des films de Kung Fu. Et j'ai eu confirmation avant l'émission. On va commencer un cycle dédié le mercredi au film de Lord of the Rings, plus que Power of the Rings qui est diffusé en ce moment sur Amazon Prime. On s'est dit, c'est le moment idéal pour passer au travers des films de Peter Jackson. Donc, on a commencé ça ce mercredi avec Benji qui diffuse les films. Et c'est ça. Alors, si vous voulez nous retrouver aussi sur les plateformes de podcast, on est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music. Il y a juste les 300 derniers épisodes qui sont disponibles dans le fil RSS. C'est une limitation de la technologie, mais toutes les archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles à même site Internet. Donc, si vous êtes curieux d'aller plus loin, tout le stock est là sur le site Internet. On est également sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. D'ailleurs, on a le mois d'Halloween qui s'en vient. Octobre s'en vient rapidement, le Spooky Season. Et j'aime bien l'Halloween avec les Mystérieux Étonnants. Et j'ai demandé à Simon s'il voulait reprendre l'exercice de l'année dernière. Donc, on va avoir une soirée de clips avec Simon Chénier. On va nous montrer des trucs sordides, des trouvailles qu'il fait. Et une projection, là, probablement d'un film du style série B. Ouais, je vais peut-être plus faire des films que des extraits parce que j'ai pas de temps de pas tant d'extraits, donc on dirait peut-être juste peut-être un film. Peut-être ou deux films. 2 films, ça va être pas pire. Ça. Double bill. Yes. Oh yeah. On va avoir du stock. On va avoir du stock. Bill 2 fois. Yes. On prend une petite pause et on revient dans quelques instants. What? Whatever. Avec le film, le sujet de la semaine, Love and Thunder. C'est bon, ce band-là. C'est tune là. C'est tune-là. Ouais. Est-ce que j'ai écouté ça? Ah ouais? T'es un gars de guns? Ouais, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer le clip de November Rain? Pourquoi la fille meurt? C'est-tu des pluies acides? Pourquoi le gars se piche dans le gâteau? Tout ce que je retiens de ce clip-là, c'est Slash en chest debout sur le piano qui fait un solo. ouais. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ah, je suis pas d'accord. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est le film Thor Love and Thunder de Taika Waititi, mettant en vedette Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi lui-même, Russell Crowe et Jamie Alexander.
C'est le plus récent film sorti en salle du Marvel U. Ouais, et voilà. Disponible maintenant sur la plateforme Disney Plus depuis le 8 septembre dernier. Donc, on retrouve Thor après les événements de Avengers Endgame, avec les Gardiens de la Galaxie, où il s'est pris en main, essaie de se retrouver après les défaites, les pertes de sa vie, s'entraîne, reprend de la forme. Et d'un autre côté, on a le personnage de Jane Foster, son ancienne copine, qui apprend qu'elle est mourante d'un cancer très virulent et prend possession du pouvoir du Mjolnir pour devenir The Mighty Thor, ce qui fait écho à des événements qui ont eu lieu dans la bande dessinée de Jason Aaron, croyant que ça l'aide à survivre parce qu'elle est en phase terminale, ni plus ni moins. Et d'un autre côté, on a le personnage de Christian Bale, Gore, qui est un extraterrestre extrêmement pieux, qui perd sa fille après semble être une catastrophe climatique sur sa planète. Il prie à son dieu qui lui rit en plein visage. Gore prend possession d'une épée sacrée qui lui permet de tuer son propre dieu. Et là, il part à une quête pour tuer le reste des dieux de l'univers jusqu'à temps qu'on lui donne une clé qui lui donnerait accès à un être qui s'appelle Eternity, pardon, merci. Et Eternity lui permet de lui exaucer un souhait. Et son souhait, non, il ne veut pas souhaiter que sa fille revienne, il veut souhaiter que tous les dieux meurent. Donc, Thor n'est pas content, pas d'accord avec ça. Et c'est essentiellement les événements de Love and Thunder. On spoil en dernière partie d'émission, donc si vous n'avez pas vu le film, il est disponible, comme je l'ai dit, sur la plateforme Disney+. Faites pause, revenez. Allez faire votre commentaire sur le billet de Transistor et revenez écouter l'émission après. On va faire un survol rapidement de notre appréciation et on va aller plonger après dans le sujet plus vif. Vas-y donc, Simon, comment tu as trouvé Love and Thunder? 7 sur 10. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. C'est une bonne manière de résumer. Puis là, c'était la deuxième fois que je le voyais et j'ai plus aimé ça la deuxième fois. D'accord. J'ai été plus... les stakes étaient plus... important. Ouais, ben, je les comprenais mieux, puis j'ai eu des émotions même à la fin. Donc, tu sais, c'est ça. Je trouvais que la deuxième écoute était meilleure que ma première, qui m'avait un peu laissé. Je trouvais que c'était un peu trop comique et ça manquait un peu de je sais pas, il manquait quelque chose, mais c'est ça. Là, je l'ai quand même aimé. Tu l'avais vu en salle la première fois? Ouais. OK. Laurent, toi, t'en es où par rapport à ton écoute? J'ai trouvé ça correct. Ouais. Ouais, j'ai eu du fun. Je trouvais que c'était une bonne vue pour l'état dans lequel j'étais, c'est-à-dire à la fin de ma hotness. Genre, deuxième journée, là, je suis comme, le bout, tout est comme, je pense que je vais rester vivant finalement, mais je suis pas top shape. T'as vraiment eu la COVID, je peux pas croire que t'as pas eu la COVID. Ouais, écoute, c'est une bonne grippe, je pense, mais... Mais bon, j'ai trouvé ça, en tout cas, on élaborera. Mais, parfait. J'ai vu beaucoup de haine en ligne que j'ai pas compris. Non, je pense on peut-tu dire un enfant. Je pense qu'on n'a plus besoin de souligner le fait qu'on a vu de la haine en ligne par rapport à X. C'est rendu là, c'est of course que c'est là. Est-ce que l'eau est mouillée puis la glace est frette là? Of course, bien sûr. Moi, j'ai bien aimé. C'est un film popcorn, mais j'ai trouvé que c'est un film qui était très diffus, un peu disparate, moins concentré, moins travaillé que Thor Ragnarok, que j'avais bien aimé. J'adore l'interprétation de Taika Waititi de l'univers de Thor, donc un peu plus comique, on joue avec les codes. Oui, on a affaire à un dieu nordique, c'est ridicule, mais c'est pleinement assumé et j'avais trouvé Ragnarok très rafraîchissant à ce niveau-là. Je m'attendais à le même niveau d'excellence pour Love and Thunder et j'ai eu l'impression d'un premier draft. C'est pas catastrophique, mais je pense que les choses auraient pu être resserrées pour que l'expérience soit encore plus plaisante. Mais les moments très comiques, j'ai trouvé ça drôle, et les moments justement qui sont plus poignants ont été très efficaces chez moi. Mais oui, je trouve qu'il manque un peu plus de teneur dans le film pour que ça soit un film à la hauteur de Ragnarok. Mais probablement un des meilleurs avec, selon moi, avec Doctor Strange dans la phase 4 du MCU. C'est mon opinion. Fait que voilà, c'est ça. Qui veut commencer à aller plus dans le détail, démonter un peu tout ça? Est-ce que vous avez trouvé, vous aussi, que ce film-là souffrait comme Black Panther, mettons, d'un vilain
auquel j'ai envie de donner raison. Oui, mais je pense pas que le film a souffert de ça, par contre. Oui. Ça veut dire de quoi? Je réfléchissais. Là. On dirait que ça... il me semble que ça m'est arrivé 2-3 autres fois aussi dans des Marvel que là, ils me viennent pas en tête, mais on dirait que c'est de quoi de récurrent que je suis comme, ah ouais, c'est comme le gros vilain, mais je suis comme, mais on dirait que je suis un peu d'accord avec eux. Bon, évidemment que tuer tous les dieux, puisque là, on en connaît... Ouais. Mm-hmm. C'est comme ça prend une teneur dramatique haute parce que c'est justement on en connaît, on s'est attaché avec. Mais tu sais, comme moi, en tant que Laurent Boutin dans la vie de tous les jours, si je crois à une telle chose que les dieux existent, mais qu'ils laissent le monde dans l'état où il est, est-ce que je suis contre le plan de Gore? Pas particulièrement, non. Mm-hmm. Mais on peut s'entendre que le plan de Gore est un peu de la merde. Là. Si tu peux rencontrer une entité qui te permet d'exaucer au moins un souhait, puis ton souhait, c'est tuer tous les dieux. Quand ta motivation première, c'était la perte de ta fille, ben ramène ta fille. Puis c'est exactement ce qu'il fait à la fin. Mais il était affecté par l'épée. C'est ça qu'on nous donne. Aveuglé par l'épée. Ouais, peut-être qu'il aurait dû insister un peu plus là-dessus pour que le message passe mieux. Là. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Ouais, parce qu'il y a pas, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de moments avec lui pour expliquer tout ça. Bien que j'adore les scènes avec Christian Bale, je trouvais que justement on entend parler qu'il a tué du monde. Puis des fois on le voit, puis à un moment donné il parle à des enfants, puis à un moment donné il y a une bataille. Puis là, finalement, il change d'idée. Fait que, je sais pas, c'était un petit peu moins bien rendu que certains autres méchants dans le Marvel U. Puis c'est pas la faute à Christian Bale parce que il est excellent dans le rôle. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans le rôle, puis j'ai beaucoup aimé ce personnage-là dans la run de Jason Aaron. Il était terrifiant, il était peut-être plus focus que l'interprétation de Christian Bale, plus motivé, plus épeurant, mais il y a des séquences où Christian Bale, dans son sourire, dans son regard, qui surtout avec les effets qu'ils ont fait sur ses yeux, là, on voit juste ses yeux dans la noirceur, il est horrifique, il est épeurant, il est à la limite d'un personnage de film d'horreur, et cet aspect-là de Love and Thunder, je trouve qu'ils ont mis le doigt dessus. C'est très bien exécuté. Puis je dois dire que le visuel aussi est assez éclaté par moments dans le film, et ça, c'est un autre aspect que j'ai aimé. Quoique les gens parlent beaucoup de la fatigue des gens qui travaillent dans l'industrie du VFX sur les films de Marvel, et par moments, je trouve que ça se sent. On c'est le voit, aussi poli que d'autres, hein? À moins que ça soit juste moi là, qui se fait des accrocs. Non, il y a des effets que ça paraissait plus que dans certains autres films. Mais j'ai adoré la scène en noir et blanc. Oui, c'est là où j'allais. Parce que c'est tellement avec Ragnarok puis celui-là, à un certain point, là, c'est tellement plein de couleurs et tout ça, puis là, t'as une scène en noir et blanc, puis je sais pas, j'étais comme, c'est cool. Même au niveau de l'audio, je me souviens qu'au cinéma, il y avait quelque chose de changé quand il était sur cette planète-là. Comme c'était sous l'eau, ça se peut-tu? Sous l'eau, ouais, plus étouffé, c'était moins bombastique, mettons, que le reste, puis je trouve ça vraiment cool. C'est juste parce qu'il n'y avait pas de Guns N' Roses dans cette scène-là. Il y a peut-être ça. Il n'y avait pas assez. C'est ça qui ont changé. Il n'y avait pas assez de Guns N' Roses dans le film. Je m'attendais à plus. Trouvé? Oui! J'en aurais pris plus, moi. Ah ouais! Ah ouais! Moi, j'aurais pris plus de Enya. Ça commence avec Enya. Participation très limitée des Guardians of the Galaxy. Je me pensais peut-être les voir davantage. Finalement, c'est un bon caméo, là. On est très content de les voir. Là, Mais ça, c'était drôle, en fait, parce que c'était-tu Endgame qui finissait, là, puis le Thor, il embarque avec les gardiens, puis comme, OK, ça va être ça, maintenant, on va avoir genre des aventures épiques, puis là, finalement, c'est genre... Ouais, c'est genre 5 minutes de film, là, genre, on a fait ça, là. On entend parler. Puis, c'est ça, puis c'est comme... là, les gars, c'est ça, c'est comme... c'est vraiment ça, un caméo, là, finalement. Mais la raison qu'on les voit pas le reste du film, c'est que l'équipe décide de se séparer en deux. Thor va de son bord, puis le reste de l'équipe va de l'autre. Mais on s'entend-tu qu'il tient jamais au courant le reste du film? Il est pas en communication. On sait pas ce qui se passe de leur bord à eux. Ça aurait été le fun pour garder cette idée-là que Thor les a laissés le temps de la mission, de la quête,
de couper à eux de temps en temps pour montrer qu'eux, ils ont... Tu sais, au pire, allez, là, tu fais même pas de contextualisation. Ils sont pognés sur une planète, il arrive de quoi avec leur vaisseau, whatever. Mais juste pour rappeler que, ouais, pendant ce temps-là, eux autres sont aussi à la recherche de qui est l'ennemi qui tue des dieux. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'ils se sont séparés initialement, mais après, on n'entend plus jamais parler. Ouais. Donc, Ouais, mais je trouvais qu'il établissait bien leur relation très à sens unique, dans le sens que Oui. Thor est le centre de tout, puis là, il est comme adieu mes amis, puis toutes les autres sont comme on s'en est toujours crissé. Mais, c'est moi, correct, mais quand même, il y a des moments où Star-Lord il est comme content qu'il soit là. Tu sais, pendant la bataille, puis qu'il fait son speech, là, il est comme, ouais, cool. Tu sais, il y a comme un espèce de... C'était moins asshole qu'à la fin d'Endgame, je trouvais, que les deux... tu sais, là, c'était comme... je te donne conseil, mais je m'en vais, puis ouais, t'es weird, là, en tout cas. il était moins en compétition. Ouais. Le Thor de Taika Waititi, autant dans Ragnarok que dans Love and Thunder, est plus slapstick que le reste du Thor qu'on voit habituellement. Puis c'est bien correct. Moi, j'ai pas de problème à ce que la personnalité change légèrement entre les films, mais on n'est pas dans la même dynamique. Parlant de slapstick, qu'avez-vous pensé de Zeus? Moi, là, j'ai aimé ça. Moi, j'aurais fait le film au complet dans cette salle-là. J'ai adoré cette séquence-là. J'ai vu la scène, je me suis dit, Russell Crowe, MVP. Ouais. Genre, il a tout donné. J'aimais vraiment le parallèle parce que il porte à peu près les mêmes vêtements. Puis j'étais comme, ce gars-là, c'est gladiateur. Là, il a à peu près le même linge, mais est-ce qu'il fait pas la même affaire partout? Avec quand il place sa petite jupe avant de comme juste comme marcher sur 2 marches, là. Il fait juste descendre de son petit podium en faisant aller. J'étais comme, oh, OK, c'est un excellent choix. Il est comme dandy un peu. Ouais. Il est maniéré, Mais, il est capricieux. Tu sais, je trouvais que c'était audacieux parce que, alors que dans le précédent, mettons, ce rôle-là, c'était un peu Jeff Goldblum, mais là, maintenant, ça tend à ça de Jeff Goldblum, mais je m'attendais pas à ça de Russell Crowe du tout. Genre, il m'a vraiment pris par surprise. Là. Je pensais que c'était comme, ça va être Russell Crowe, ok, Zeus, sérieux, tu sais, il va se fâcher. Comme, hey boy, que c'était pas ce que je pré-Madonna dans le film Zeus, là, il est présenté comme. Puis, tu sais, même Thor le dit, là, le personnage de Natalie Portman, le personnage de Thompson veulent l'interrompre, puis aller dire, on a besoin des dieux, on a besoin de. Que vous nous aidez à rallier une armée contre Gore, puis non, il est bien particulier avec Thor, il dit, il est bien particulier son entrée, il faut pas le déranger, il adore faire son entrée. Mais j'ai pas fait le lien avec Gladiateur, je viens de m'en rendre compte là. Ouais, c'est la jupette, je pense, là, c'est juste ça. J'étais comme, il s'en est passé des choses depuis Gladiateur. Puis, pas mal moins cote d'un, là, ben on l'est tous depuis. Ben, on vit tous, hein, et puis 2 ans, c'est pas facile en pandémie. Mais j'ai une question pour vous. Moi, personnellement, peut-être que je vais teinter un peu votre réponse, mais j'ai aimé de voir dans le post générique qu'il était toujours vivant, ce Zeus. J'étais rassuré. Qu'avez-vous pensé de la décision de le garder en vie, finalement? Ben oui, je pense que c'est le Marvel U, fait que personne meurt là, fait que j'étais comme ben oui, c'est normal qu'il soit encore en vie. Et là, où est-ce que ça s'en va après? On a Hercule maintenant dans le Marvel U, donc qui est des bébés aussi. Ouais, c'est ça. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Est-ce que Zeus est dans les comics? C'est ça? Probablement. J'ai aucun souvenir de l'avoir lu dans un comic. Mais si Hercule est là, effectivement. C'est ça. Hercule est dans les bandes dessinées. Arès est dans les bandes dessinées aussi. Je me souviens de l'époque de Mighty Avengers et compagnie. Donc, ça se peut. Je me souviens pas de lui, là, mais oui, je serais pas surpris, là, en fait. Là. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai aimé de la cité où les dieux se rencontrent. Dans la bande dessinée du Jason Aaron, la manière qu'on la présente, cette cité-là, cette communauté-là de dieux qui, un peu entre eux autres, s'en foutent. Là. Ils sont pas tant organisés. Là. Il me semble que dans la bande dessinée, il n'y a pas de plan d'action pour se retrouver rapidement. Tu sais, c'est des dieux éternels. Eux autres, que ça prenne 100 ans avant qu'ils se voient, qu'ils se regroupent, c'est une poussière. C'est pas important pour eux autres. Là on voit qu'ils festoient dans l'univers de Taika Waititi. Mais j'ai beaucoup aimé cette scène. J'aurais pris un film juste qui se passe dans cette scène. Moi, j'aurais pris un film entier du dieu des dumplings.
Oui. Ça, c'est très... Le dieu de Korg, qui s'appelle Korgdom, ou l'affaire de même. Là, Puis c'est encore Taika Waititi qui fait la voix du personnage. Là, c'est ça. Moi, j'aurais pris plus de Bite Eater de Nathalie Portman. J'ai aimé comment ils ont expliqué. C'est vraiment une version très simplifiée de ce qu'il y a dans la BD. Mais puis c'est ça, je pense j'aurais aimé que ça soit qu'elle soit là dans le premier, dans celui-là, puis qu'elle revienne dans un autre. Là, c'est comme... En tout cas, on verra, mais on dirait que c'est comme rusher un peu l'histoire. Par rapport à son personnage. Elle est moins présente que je pensais qu'elle allait. Elle est là tout le long, mais elle amène pas tant au film. Je veux dire, son personnage est cool. Je suis content de revoir Natalie Portman dans le MCU. On a eu le droit à 2 caméos de ses co-stars aussi dans le film qui était dans le premier Thor. J'étais aussi heureux de les voir. Mais oui, elle semble pas avoir beaucoup de ce qu'ils disent agency. Elle est plus passive dans l'histoire. Son histoire... Oui. Elle a un rôle très, très de vieux trope, c'est-à-dire de la femme qui va mourir et donner un genre de pathos de sentiment au héros masculin. C'est ça. C'est plate, là, mais c'est moins son histoire à elle. C'est ça, ouais. Je pensais que l'histoire avec le cancer, puis le fait que quand elle est en Mantitor, elle semble être protégée de la progression de la maladie, ce qui n'est pas le cas, allait être plus mis dans l'histoire. Mais je pense que dans les BD, elle meurt pas, finalement. C'est pas le cas. Ça, elle devient Valkyrie, ultimement, dans les bandes dessinées, mais dans le film. Pensez-vous qu'elle va revenir? Ça, c'est la question que j'ai. Et pas sous forme de POG, là. Je parle vraiment de revenir. Moi, je pense que Nathalie Portman est tétanée. Non. Moi, je pense qu'elle a redécouvert. Elle était tannée, puis elle n'est pas venue dans Ragnarok. Elle était tannée après le deuxième. Puis elle n'était pas dans Endgame non plus, quand tout le monde a fait un caméo. Ouais, c'est ça. Puis là, je pense qu'elle voulait travailler avec Taika, fait que je pense qu'elle était contente. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir du fun. Ceci dit, je trouve que ses scènes d'action sont vraiment badass, puis le Mjolnir qui se sépare en shrapnel. Marteau, j'étais comme, c'est malade, ça. J'aime le fait qu'elle cherche des taglines ou des catchphrases. Elle n'est pas habituée d'être une super-héros, mais je trouvais ça le fun. Il y a un truc qui pour moi, est un peu confondant. Là. Dans le film, on la voit essayer de trouver un remède pour sa maladie, finit par se tourner vers des livres de mythologie. Donc, elle pense à Thor, elle pense à New Asgard et probablement le Mjolnir. Puis elle va à New Asgard où le marteau, le Mjolnir est comme en morceaux sous une coupole. Puis après, elle dit à Thor que c'est le marteau qui l'a appelé. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce qui est arrivé. Peut-être. On entend quelque chose un moment donné. On entend, mais quand elle s'est pointée là-bas, elle s'est pas pointée là-bas parce qu'elle a été appelée. J'ai trouvé que les coins étaient tournés ronds de ce bord-là. C'est pour ça que je trouve que ultimement, je trouve que c'est pas important non plus. Là. Le marteau, l'as-tu appelé ou c'est elle qui est venue voir le marteau? Non, ben oui. L'important, c'est qu'elle ait le marteau et qu'elle soit un Thor, Ce qui est important, c'est d'être conséquent avec l'histoire que tu établis. C'est plus ça mon point. Ça fait pas que le film se détruit. Là, mais... C'est vrai que ça a été vite tassé en dessous de la table. C'est ça. Je te l'accorde. On comprend pourquoi, par contre, tu es en mesure de posséder le marteau. Il y a une séquence où on les voit dans le passé, puis Thor parle à son Mjolnir. Oui. Le montage de leur histoire raconté par Korg, c'était bon, ça. Qu'est-ce qui... Parce qu'on positif, sans être complètement négatif, qu'est-ce qui vous avez moins aimé? Parce que je trouve que l'humour est présente. Elle est quand même bien, pour ma part, bien placée dans le film. Mais je trouve qu'elle frappe moins fort que Ragnarok. Est-ce parce qu'on est habitué ou parce que c'est moins bien écrit? Qu'est-ce qui fait en sorte? Vas-y. Je me demandais si c'était moi qui sortais de ma fièvre, qui était moins dedans, ou si c'est parce que maintenant je m'attendais à ça, alors que quand Ragnarok est sorti, c'était tellement drabe les 2 premiers Thor que ça nous a vraiment pris off balance, mettons. Là. Je sais pas, c'est une bonne question, mais je me suis posé aussi parce que c'est vrai que j'ai moins embarqué que dans celui d'avant, tu sais. Je suis comme, pourtant, j'ai vois les gags, ils sont là, tu sais. Est-ce que c'est du fait que, justement, ils ont essayé de nous mettre
plus de pathos, tu sais. L'histoire de Gore, c'est quand même c'est triste, touchant et glauque, voire glauque. Jane Foster aussi, tu sais. Je suis comme, parce que ça cohabite avec des émotions plus négatives, plus intenses, que ça fasse moins... J'ai pas l'impression tant que ça, mais je sais pas. J'ai pas de réponse, en fait. Il y a l'aspect que le Mjolnir puis la hache de Thor ont des personnalités. Ça, c'est un élément qui a été rajouté, tant qu'à moi, dans ce film-là. C'est particulier. Je sais pas quoi en penser. Je suis pas contre, je suis pas pour. J'ai déjà j'étais surpris. Je pense qu'il y a des gags, des fois, qu'on insiste. Moi, là, il y a rien que je trouve plus agressant que des chèvres qui gueulent. Là. Puis mon Dieu, qu'il y en a dans ce film-là, 2 chèvres géantes qui gueulent tout le long. Je comprends que le gag, c'est ça, c'est qu'ils sont Moi, intenses. ça marchait pas mal à chaque fois. Ah ouais, tu riais? OK. Mais moi, tu sais, moi, ça me fait rire, les chèvres qui crient. Ah, moi, ça m'agresse. Ben, les deux, je comprends, mais je trouve ça aussi vraiment drôle. Tu sais, moi, une à chaque chèvre- fois, j'étais comme, ah oui. Une chèvre des qui chèvres. gueule, mais qui, dans l'autobus, écoute son cellulaire sans écouteur, ça doit être la chose la plus épouvantable au monde. Toi qui écoutes des tunes de chèvres qui Qui chantent. gueule, mais qui rappe, ouais, c'est ça. Ouais. Un CD de Noël, mais en chèvre qui crie. Ah ouais, ça serait bon. Ouais. Goats Singing Christmas. Moi, quand je l'ai vu, surtout la première fois, là, je trouvais que l'humour, c'était bien, mais c'était comme... Je trouvais que c'était vraiment limite à être une parodie d'un film de super-héros. C'était vraiment comme, là, tu vas un peu loin. Ouais, c'est peut-être ça qui m'a gossé. Puis là, après, on tombe comme dans des affaires vraiment dark. Fait que je sais pas, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai peut-être moins embarqué. Les jokes sont tellement non-stop dans beaucoup de scènes que... Je me posais la question, j'étais comme, je suis sur le bord. Je pense que j'ai mis le doigt sur ce qui me gosse en t'écoutant, Simon. Ce que tu dis finalement, c'est qu'il y a plus d'humour que dans le dernier film. Et si tu y réfléchis 2 secondes, c'est vrai que dans Ragnarok, il y a des scènes qui sont fortes, mais elles sont contrastées avec des scènes qui sont, disons, plus classiques de super-héros. Tandis là, tout le long, il y a de l'humour. Et Thor est bouffon dans le dernier Ragnarok, mais il est dada, voire niaiseux dans Love and Thunder. Puis c'est là, je pense que ça marche pas pour moi. Il faut que tu aies un contraste, sinon l'humour ne fonctionne pas. Ça a l'air d'une parodie d'une parodie. C'est ça. Il manque, comme tu dis, il manque du pathos qu'il y avait encore dans Ragnarok quand même. Il était plus confiant, il faisait des jokes, mais je pouvais reconnaître quand même le tort des autres films. Là, c'était tellement éloigné, là, puis tout était comme... Il comprenait pas. C'est quasiment comme les saisons 11 à 22 de Homer, là, tu sais. Quand il était bon de 6 à 8, là, tu sais. Ouais. C'était un peu de même que je le voyais. C'était pas négatif, tu sais, j'ai eu du fun puis tout, mais je pense que c'est ça qui fait que c'est moins réussi comme film que l'autre d'avant. Je pense qu'on a mis le doigt dessus. En tout cas, pour moi, c'est là où je me retrouve. Puis peut-être que l'humour aussi dans Ragnarok était mieux imbriqué dans le reste de l'histoire. Ouais. Tandis que là, c'est de l'humour mur à mur. Puis c'est correct, ça fait pas que c'est un film qui est horrible, mais ça fait un film qui est... Il manque... Tu sais, j'ai pas eu l'impression, de toutes les choses qu'on a retrouvées dans Love and Thunder, je n'ai pas eu l'impression d'avoir retrouvé Thor. J'ai trouvé une version goofy de Thor. C'est la version qu'on a vue dans Endgame qui est comme genre... C'est comme... le all over the jeu place. vidéo, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, parce que, tu sais, qu'il soit mal à l'aise, qu'il soit un peu goofy, go for it. Mais s'il est là tout le long, c'est qui ce personnage-là? Là? Y a-tu un coup sur la tête par Thanos là, dans le dernier combat qui l'a changé? Ouais, ok. Pour moi, c'est ça. Ok. Je pense qu'on a mis la dessus. Avez-vous quelque chose à rajouter par rapport au film? On parlait de Guns N' Roses, je dois dire qu'à la fin, quand Thor donne tout le pouvoir à tous les enfants d'Asgard, puis qu'il y a la tourne, le solo de November Rain qui embarque, je trouvais que c'était super bien réussi. C'est du beau visuel. J'étais vraiment dedans pour ça. Audacieux, hein? C'est à partir de ce bout-là qu'il coupe à chaume d'habitude. C'est vrai! C'est le meilleur bout, en plus. Je sais, mais ils mettent jamais les 8 minutes et demie au complet. Ah, Ils mettent genre le bout slow. Là, mais tu sais, cette tune-là, c'est comme Stairway to Heaven. Là. Une moment donné, ça rentre au poste. Là. Mais ça.
Hey, shout out, là, tu sais, je pense qu'au Mystérieux Étonnant, on essaie d'être positif. Pas parce qu'on se force à trouver des bonnes choses, mais on se force à essayer de relativiser. Puis il y a un truc que je trouve que Marvel, le MCU, fait très bien depuis le début, c'est d'essayer de faire. Je sais pas qu'ils l'ont réussi toujours, là, mais de faire plaisir aux fans et faire plaisir au public at large. Donc des clins d'œil au matériel d'origine, puis quand même une manière de présenter les histoires de façon qu'un néophyte peut se retrouver. Et shout out, man, au design de Eternity. Le hein? De qui? Oh, est-ce qu'on a... On l'a perdu. On a perdu Ben. Je pense qu'on a perdu ma connexion. Tu reviens. Ok, t'étais là. J'ai arrêté à quel moment? Tu as dit shout-out à... Puis là, on était suspendu à tes lèvres. Ben, shout out à Eternity. Je trouve que le design du personnage Eternity, ouais, qui est ouais. vraiment bien fait. Ah ouais. Super bien fait. Là, tu reprends les pages de Eternity dans les comic books, puis tu la poses à celui du MCU, et tu le c'est fantastique. J'ai pas trop compris qu'est-ce qui est la fille à la fin. Est-ce qu'elle est une fusion d'Eternity ou elle est... Parce qu'on la voit dans la réflexion de l'eau, puis on est comme, OK, c'est elle qui est revenue? Est-ce que c'est Eternity qui a pris la forme de la fille parce qu'elle a les pouvoirs d'Eternity? Je pense que c'est juste parce que c'est Eternity qui l'a ramené. Fait que, peut-être ça, mais je pense que c'est vraiment... Non, j'avais déjà oublié cette fin-là. Ouais. tu vois comment... Ouais. Ah oui, mais c'est elle, Love. C'est Love, ouais, exactement. Ouais. Et lui, c'est Thunder. C'est Thunder. C'est pas Natalie Portman, Love? Non, c'est ça. Ben oui, non. C'est pas le marteau et la hache? Qu'est-ce qui arrive au marteau? J'avoue que j'ai beaucoup aimé l'espèce de malaise entre Thor et Natalie Portman, là, souvent, qui se trouvent encore attirants, mais ils sont comme là. On peut-tu le dire, là, les deux, c'est des sexy motherfuckers, là, tu sais, genre, comme fait des bébés, là, on les voit dans leur sous, comme, mon Dieu, là, si les dieux existent, se sont incarnés dans cet homme et cette femme, là, c'est incroyable. Bon, allez, on se laisse là-dessus, messieurs, avez-vous quelque chose à rajouter? Ah, ça va. Non, j'ai rien à rajouter sur les corps de Nathalie Portman. Ben là, je ne vais pas aller dans ce détail-là, mais c'est quand même du bon qui sont beaux, là, tu sais. Ben oui, ça. Je te garantis que tu mets dans un sou doré de Thor, on génère pas le même effet au public, là. C'est chez le public. C'est pas la même réaction. Non. Quoique j'aimerais ça, mais j'ai pas l'impression. Moi, je relate plus à Zeus dans ce cas-là. Ouais, moi aussi. Ou le Todd Roche, là, le dieu des Korg. Tout ce que j'ai à rajouter, c'est que, étrangement, ce film m'a quand même donné le goût de laisser sa chance à Men in Black International. Fait que... ouais, je comprends. Je veux dire, Chris Hemsworth et Tessa Thompson. C'est vrai. C'est correct. Il est correct. Je l'ai vu. C'est il avait l'air de fun. Ouais. Tessa Thompson, que je suis content quand ils l'ont pas éliminé. C'est un bon personnage de soutien. Je l'aime beaucoup. Ben ouais. Vraiment extraordinaire. Écoutez, on se laisse là-dessus, messieurs. On va laisser aussi les gens à la maison l'opportunité d'aller voir Love and Thunder. Ça vous tente et aussi d'aller liker, commenter la publication de Transistor. Moi, j'ai aucune idée de quoi vous parlez depuis le début. J'ai comme manqué ce bout-là au début. Festival de la radio numérique de cette édition 2023. Allez mentionner les mystérieux. Hein, c'est important, faites-le. Puis le nom de Patreon. Ouais, c'est ça. Je vais t'expliquer après, Laurent. C'est quoi je sais quoi le festival. Là. Ben, on veut que le monde nous marque nos celui noms. à Gatineau. Là. C'est ça, ben oui, c'est un excellent festival. C'est même trop loin. Marquez pas nos noms, c'est même trop loin. Hey, qu'est-ce que tu fais? Si, ça fait 1h30 là, que j'essaie de les motiver. On calisse. OK, bye. Salut, faites attention à vous autres. Il va pas à pied si on y va, voyons. Ouais, c'est pas à pied qu'on y va, là, si on y va. OK, bye.